Pour le deuxième jour consécutif, Brian tremblait dans le train. Encore 5 heures et il serait chez lui. Comme sa famille et sa ville natale lui manquaient. Il était également heureux de fêter le nouvel an non pas dans un wagon de train enfumé avec des hommes, mais à la maison. C'était sa 5e année de travail en rotation, et c'était la première fois que son patron lui accordait soudainement du temps libre pour les vacances. Brian était à la fois heureux et un peu triste en regardant l'immense ours en peluche étalé sur la 3e étagère. Il l'apportait pour son fils de 4 ans, Eric. Le garçon serait émerveillé par un animal en peluche aussi énorme. « Tu as un fils ou une fille ?» demanda Carl, son compagnon de voyage et également travailleur en rotation. Carl était originaire de la Floride, tandis que Brian avait travaillé sur un tracteur à Houston. Ils se sont rencontrés dans le train. « Un fils ?» répondit Brian avec un sourire. « J'ai un fils et une fille » fit signe Carl. « Je leur apporte aussi des cadeaux. Ils sont énormes cependant, une poupée, une voiture télécommandée et un manteau de fourrure pour ma femme. Et toi ? Que vas-tu offrir à ta femme pour le nouvel an ? Je n'ai pas de femme, dit Brian après une courte pause. Elle est décédée. Je suis désolé, toucha sympathiquement Carl son épaule. Peut-être voulait-il savoir ce qui était arrivé à la femme de Brian, mais il ne parla pas beaucoup pendant tout le trajet et resta silencieux. Carl regarda Brian avec attente, mais réalisant qu'il n'obtiendrait pas plus d'informations, il se dirigea vers le vestibule, et Brian soupira simplement en regardant par la fenêtre. Dehors, le paysage défilait déjà, similaire au paysage familier, et Brian pensait et se souvenait. Lui et Caroline étaient amis depuis la première année. Ils vivaient l'un à côté de l'autre, et puis leur premier amour les emporta au lycée. Leurs parents se disputaient et craignaient que leurs enfants ne veuillent essayer la vie adulte trop tôt. Ils rejetaient l'idée, pensant qu'ils étaient trop jeunes. Oui, et comment Brian aurait-il pu blesser, offenser sa Caroline ? On ne peut pas cueillir un bourgeon avant qu'il ne soit prêt à éclore, se rappela-t-il. Il aimait cette phrase, et il traitait Caroline comme la fleur la plus pure et la plus brillante. Il n'avait jamais rien eu à l'école, bien que tout le monde dans la région les taquinât depuis longtemps à propos de leurs fiançailles. Après l'école, Carolina s'est inscrite à un collège de médecine, tandis que Brian voulait fréquenter une université technique mais a échoué. Il s'est engagé dans l'armée à la place, et après une fête d'adieu, ils ont passé une nuit secrète ensemble au bord du lac dans une cabane. « Tu m'attendras ?» demanda Brian en la serrant dans ses bras. « Comment pourrait-il en être autrement ? Nous sommes ensemble maintenant. » « Ensemble pour toujours » chuchota Caroline en retour. 2 années dans l'armée se sont écoulées dans une attente angoissante. Carolina a écrit tellement de lettres à Brian, personne dans leur unité n'en a reçu autant. Même les autres soldats l'enviaient, et Brian lui-même avait peur de porter malheur. En quittant l'armée, il se dit à lui-même, « Eh bien, pourquoi cela prend-il autant de temps ?» Carolina a été la première à accourir vers lui à la gare et à le serrer dans ses bras. Brian la souleva, l'embrassa, puis ils revinrent à eux. Carolina rougit et s'éloigna de Brian, regardant ses parents qui se tenaient à proximité. Sa mère souriait déjà, et son père aussi. « Oh, mon fils s'est choisi une bonne fille, il la surveille depuis son enfance, » dit-il. Ensuite, il y eut le mariage. Leur village était petit, alors la moitié des habitants félicitèrent les jeunes mariés pour leur grand jour. Environ 100 personnes étaient en train de célébrer. Carolina et Brian étaient les plus heureux de tous, leur vie de couple commençait, et ils imaginaient qu'elle serait sans nuages et joyeuse. À ce moment-là, Carolina avait déjà obtenu son diplôme du collège et avait été nommée ambulancière à l'usine locale de leur village. Brian a trouvé un emploi de conducteur de tracteur dans la ferme collective. Ses parents ont contribué et ont acheté une maison pour les jeunes mariés, et leur vie de famille a commencé à s'écouler. Oh, comme Carolina était heureuse quand elle a réalisé qu'elle était enceinte 2 mois plus tard. « Carolina, es-tu sûre ?» Brian ne pouvait pas y croire. « Je suis sûre », rigola Carolina. « Je suis moi-même une secouriste, et je suis déjà allée à la clinique du district. Je suis enceinte de cette semaine. »« Carolina, ma chère, combien je t'aime !» Brian s'exclama, en faisant tournoyer sa femme autour de lui, et elle rit et l'embrassa sur la tête. Et puis cet incident terrible est arrivé à l'automne.
Carolina rentrait chez elle après un appel quand un énorme chien a sauté hors d'une ruelle sombre et a attaqué la femme enceinte. Et elle était déjà à environ 7 mois de grossesse, presque en congé maternité. Le chien sauta sur Carolina, la poussa, et elle tomba. On ne sait pas ce qu'il aurait fait d'autre, mais le propriétaire du chien sortit et l'éloigna. Chad s'excusa de ne pas avoir remarqué que le berger allemand s'était libéré de sa laisse. Carolina écoutait, se tenant le ventre. Elle cria. Chad ramena le chien chez lui et appela une ambulance. Les secouristes arrivèrent rapidement et emmenèrent Carolina. Mais il n'y avait rien à faire, leur fille était morte dans son ventre. Carolina fut alors contrainte d'accoucher d'un enfant mort-né. C'était terrifiant, très, très terrifiant. Habituellement, lorsqu'une femme accouche, elle sait que la joie suivra après les douleurs, une rencontre avec une personne chère, mais ici, seule la mort. Après cet incident, Carolina mit longtemps à se remettre. Elle pleurait, et Brian souffrait, se blâmant de ne pas avoir rencontré sa femme ce soir-là. Il creusait avec un tracteur dans la grange de la ferme collective jusqu'au soir, s'il n'avait pas été occupé, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais un an plus tard, la joie, une nouvelle grossesse. Cette fois, Carolina était plus prudente que jamais. Brian l'accompagnait au travail et la rencontrait après le travail quand il le pouvait, bien sûr, mais il essayait. Et tout se passait bien, seulement au 6e mois, il y eut des saignements. Sans raison apparente, Carolina perdit son bébé. Et les larmes vinrent à nouveau. Brian essaya de réconforter sa femme du mieux qu'il le put, bien que son propre cœur fût déchiré par la douleur. Ils survécurent aussi à cette peine, au travail et dans les affaires, tout semblait oublié. Un an plus tard, une nouvelle grossesse. Carolina ne le dit à personne jusqu'à ce que son ventre apparaisse. Seul Brian le savait. Elle alla s'inscrire au, et les médecins réprimandèrent Carolina, ils dirent qu'elle était médecin elle-même, mais se comportait de manière irresponsable. Carolina ne fit que hocher la tête en réponse. Que pouvait-elle dire d'autre ? Ses collègues ne comprendraient pas. Quand on a déjà eu 2 grossesses infructueuses, on devient superstitieux, que l'on veuille ou non. Et puis Carolina a pu accoucher de leur fille vivante et en bonne santé, comme il l'avait espéré au début. Mais Miranda n'avait qu'1 jour quand elle ne se réveilla tout simplement pas, elle est morte à l'hôpital. Syndrome de mort subite du nourrisson. Ils avaient l'impression de devenir fous. Carolina était noire de chagrin, Brian avait même commencé à boire, et seul le soutien et l'aide de leurs parents les aidèrent à se ressaisir. Les médecins convinrent avec Carolina et Brian d'aller en ville et de faire des tests. Le médecin identifia une pathologie rare chez Brian, en principe, un enfant viable ne pouvait pas naître de lui. Il y avait bien sûr une chance que le bébé puisse naître en bonne santé, mais c'était seulement théorique, le médecin du laboratoire génétique lui dit honnêtement. Combien ? Demanda Brian. Combien de quoi ? Le médecin ne comprenait pas. Quel est le pourcentage que je puisse avoir un enfant en bonne santé ? Et qu'il pourra vivre et se développer normalement ? Demanda douloureusement Brian. 1%, pas plus, répondit le médecin, baissant les yeux. Après ce voyage, Brian n'était plus lui-même, il se sentait inadéquat, endommagé, il se tourna à nouveau vers la bouteille. Maintenant, c'était lui, et non Carolina, qui se plaignait. Quel genre d'homme était-il quand il ne pouvait pas avoir d'enfant ? Oui, il buvait beaucoup, et Carolina se blâmait elle-même. « Laisse-moi », il lui cria. « Tu peux encore trouver un mec normal. Tu auras un enfant, et avec moi, tu ne feras que souffrir. » Carolina pleurait et ne partait pas. Le matin, elle lui donnait des pilules contre la gueule de bois et partait travailler, où elle oubliait un peu, et le soir, Brian revenait avec ses concerts. On ne sait pas comment cela aurait pu se terminer, mais alors un autre malheur arriva. Et cela en chassa un autre. Les parents de Brian périrent dans un accident de voiture. Son père perdit le contrôle sur une route glissante, et lui et sa mère moururent. Ce chagrin dégrisa Brian. Il réalisa à quel point il s'était mal comporté ces derniers temps, comme un chiffon. Mais ses parents le savaient, ils étaient contrariés. « Maman, papa, reposez en paix », chuchota Théil aux funérailles. « Ne vous inquiétez pas, je ne toucherai pas une goutte de plus, je n'humilierai pas notre famille et votre mémoire. » Et il tint parole.
Il retourna travailler d'où il avait été licencié pour absentéisme lié à l'alcool. Mais la pensée d'avoir un enfant ne le laissait pas en paix, et il comprit que Carolina y pensait aussi. Un jour, il lui fit sa demande. « Carolina, et si tu me trompais ?» dit-il un soir. Carolina faisait la vaisselle à ce moment-là. Entendant ces paroles, elle regarda son mari avec confusion. La tasse lui échappa des mains et se brisa avec un fracas. « Que dis-tu » elle murmura pâlement. « Tu bois à nouveau ?» Pas une goutte, secoua-t-il la tête. « Je suis sérieux, Carolina. Je sais à quel point tu veux un enfant, et moi aussi, mais cela n'arrive pas pour nous. Oui, je t'ai dit de me quitter, pardonne-moi, c'était émotionnel. Je ne peux pas être sans toi. » « Et je ne peux pas être sans toi, mon cher, » répondit Carolina, sanglotant, s'asseyant à côté de Brian et posant sa tête sur son épaule. « Ensemble, nous sommes comme deux moitiés. Ensemble, Carolina, nous resterons ensemble, dit-il. Trouve juste quelqu'un pour tomber enceinte, et je ne dirai pas un mot. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit. Carolina, je ne cesserai jamais de t'aimer. Nous continuerons à vivre ensemble et à élever notre bébé. Faisons un accord, releva Carolina la tête et regarda sérieusement Brian. Je n'ai rien entendu de tout ça, et tu ferais mieux de ne même pas penser à moi de cette façon. Je ne t'ai jamais trompé, et je ne le ferai jamais. Je t'aime et toi seul. Pas d'enfant, et nous n'en avons pas besoin. Vivons simplement ensemble. Brian baissa la tête. Honnêtement, il attendait d'entendre ces mots de sa femme, et il était heureux de les entendre, mais en même temps, cela faisait tellement mal. C'est ainsi que ça se passe dans la vie, deux personnes qui s'aiment sincèrement ne peuvent pas être vraiment heureuses. Et pourtant, elles sont ensemble. Le temps passa. Carolina et Brian ne tentèrent plus d'avoir un enfant. Carolina commença à prendre des pilules, se calma, et Brian oublia cela. Cette année-là s'avéra à nouveau difficile. Au début, le beau-père de Carolina mourut de maladie, puis la ferme collective s'effondra et fit faillite. Les gens se retrouvèrent sans travail, y compris Brian. Certes, plus tard, un nouveau fermier vint, commença à embaucher des gens, mais paya des salaires si maigres que les travailleurs normaux secouaient simplement la tête. Comment pouvait-on travailler pour presque rien, pour l'homme ? Les hommes se dirigèrent vers le nord. Et Brian trouva aussi une annonce dans le journal indiquant que des chauffeurs et des conducteurs de tracteurs étaient nécessaires dans le nord et s'y dirigea. Et Carolina le soutint. Après tout, elle voyait que Brian se languissait sans travail. Et c'était honteux pour lui, il était censé être le chef de famille, mais il dépendait de sa femme. Et avant de partir, Carolina annonça à Brian une nouvelle inattendue, elle était enceinte. Comment est-ce possible ? Brian était confus. Et les pilules ? Je les ai arrêtées, avoua Carolina. Pourquoi, Carolina ? Brian regarda sa femme avec désespoir. Tu sais comment cela va finir. Pourquoi te tortures-tu ? Je n'ai pas d'autre choix, murmura Carolina. Le médecin t'a dit qu'il y avait 1% de chance d'avoir un bébé en bonne santé. Brian, c'est toujours 1%. Un tout petit 1%. Carolina le regarda dans les yeux. Et je crois que nous réussirons de toute façon. Brian serra sa femme dans ses bras. Il était tellement inquiet. Comment pouvait-il partir maintenant ? Qui s'occuperait de Carolina ? Ce serait très difficile pour elle maintenant, mais Carolina lui assura qu'elle pouvait le gérer, et si besoin, sa mère, Madame Phillips, l'aiderait. Tu pars et ne t'inquiète de rien, lui sourit-elle. Je suis forte, je peux gérer. Tu es mon oignon de chagrin, il lui sourit en retour et serra sa femme tendrement pour lui dire au revoir. Il avait grondé Carolina 1000 fois de prendre soin d'elle, et Madame Phillips l'avait harcelée pour surveiller sa fille. Les deux femmes hochaient la tête en accord. Oui, elles étaient aussi inquiètes, les pertes précédentes étaient encore dans leur mémoire. Mais il y avait aussi de l'espoir. Et si c'était ce fameux et unique %? Carolina croyait, et Madame Phillips, qui ne pouvait pas l'éviter, soutenait également sa fille. Brian croyait aussi. Il revint après 3 mois. Il fut à la maison pendant 1 mois. Carolina était enceinte et avait l'air magnifique.
La grossesse lui allait si bien. Elle allait avoir un garçon. Et ni Brian ni Carolina ne parlaient même de ce qu'ils allaient appeler leur fils. Chacun priait pour ce même pourcent, et puis Brian emmena Caroline en ville. Elle fut placée en repos au centre périnatal urbain 5 mois avant l'accouchement. Les médecins étaient également très inquiets, et Brian allait travailler et appelait sa femme tous les jours. Caroline était calme, et la grossesse se déroulait normalement. Et puis le moment arriva. Brian sentit simplement que Caroline était en travail, il devint anxieux, son cœur battait la chamade, et le téléphone de Caroline resta silencieux. Il appela sa mère. « Je ne sais encore rien », répondit Madame Phillips en larmes. Ils ont seulement dit qu'elle avait été emmenée à la salle d'accouchement. Et pendant presque une journée, on ne savait rien. Puis Caroline envoya un message texte. « Chérie, notre garçon est né. Tout va bien. » Brian était tellement heureux, mais ensuite il s'interrogea. Pourquoi Caroline n'avait-elle pas noté la taille et le poids du bébé? Il commença à appeler. Le téléphone n'était pas disponible. Madame Phillips ne savait pas plus que lui et était également inquiète. Brian obtint à peine la permission de son patron et se précipita chez lui. 2,5 jours de train. Madame Phillips le rencontra à la gare. Caroline et le bébé sortiront demain, lâcha-t-elle à la rencontre. Pourquoi Caroline reste-t-elle silencieuse? Le téléphone ne répond toujours pas, s'inquiétait Brian. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas avec son téléphone. Ne t'inquiète pas, tout va bien avec eux. J'ai parlé à Caroline sur le téléphone fixe, le rassura Madame Phillips. Brian se reposa après le voyage, puis démarra sa vieille voiture, jeta des affaires pour la sortie, et se précipita en ville pour sa femme et son fils. Il ne pourra jamais oublier le moment où Caroline est sortie dans la salle d'attente avec le bébé dans ses bras. Le bébé était dans une enveloppe soignée avec un nœud bleu. Et Caroline, tellement épuisée, pâle et essayant de sourire, mais d'une manière quelque peu tordue. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Brian, embrassant sa femme. « Oui, mon cher. Tout va bien », acquiesça Caroline en enfouissant son visage dans l'enveloppe avec leur fils. « Caroline. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne pleure pas. Tout va bien. » Brian serra sa femme dans ses bras, puis prit prudemment son fils dans ses bras, regarda son visage et sourit. « Eric dort. »« Eric ?» Caroline fut surprise. « Oui, appelons notre fils Eric. Eric est un beau prénom américain. Ça ne me dérange pas. » « Qu'il s'appelle Eric, » acquiesça Caroline. Ils rentrèrent chez eux sans aventure. Leur petit-fils se comportait calmement, et il ne causait jamais de problème à ses parents, il grandissait en bonne santé et fort. Bien que Carolina et Brian aient pratiquement passé la première année à dormir à côté de son berceau, écoutant anxieusement pour s'assurer qu'il respirait, de peur des pertes passées, tout se passa bien. Les médecins disaient tous la même chose, le bébé était parfaitement en bonne santé. « C'est notre 1%, dit joyeusement Brian en regardant son fils endormi. « Eric, mon cher. » Il aimait tellement son fils qu'il était impossible de l'exprimer en mots. Et Carolina était maintenant gaie et heureuse, elle était une mère. Eric grandissait. À 1 an, il marchait, et à 2 ans, il balbutiait des mots simples, mais ses parents ne pouvaient pas comprendre à qui il ressemblait le plus. Ses yeux étaient bleus comme ceux de Brian, mais son nez était légèrement crochu comme celui de Carolina, et ses cheveux étaient un peu bouclés, contrairement aux cheveux raides de ses 2 parents. « Oh, nous avons oublié le grand-père », se rappela Madame Phillips. Les cheveux de Carolina étaient un peu bouclés aussi, chez ton père. « C'est vrai, » sourit Carolina. « Oui, notre fils prend un peu de partout », rit Brian, en prenant le bébé et le lançant en l'air, le rattrapant immédiatement. Eric rit, montrant ses dents solides et droites. Et maintenant, ils étaient tous vraiment heureux. Brian continuait à travailler par quart, rapportant de l'argent. Ils achetèrent une bonne voiture, réparèrent leur maison, et Brian acheta une fourrure à Carolina. Carolina le grondait autrefois, mais pourquoi se tracasser? Elle était toujours en congé de maternité, et Brian plaisantait que sa femme devait être la plus belle. « Et tu es la meilleure même sans fourrure », Brian la serra. « Mais en fourrure, tu n'as pas d'égal. » Et ils rirent tous les deux,
mais le destin leur envoya une nouvelle épreuve. Carolina tomba malade. Elle était devenue faible, avait mal à la tête et se sentait nauséeuse. Au début, elle l'attribuait à la fatigue, après tout, s'occuper d'un petit enfant était tellement de travail. Puis elle pensa qu'elle pourrait être enceinte à nouveau, mais cela ne fut pas confirmé. Les médecins l'envoyèrent en ville, et ce n'est qu'alors qu'ils découvrirent la raison du malaise de Carolina. Elle avait une tumeur dans son pancréas, et elle était déjà au 3e, voire au 4e stade. La chirurgie ne produira aucun résultat, dirent les médecins. Il est trop tard. La perfidie de cette tumeur était qu'elle ne pouvait pas être détectée à un stade précoce, et maintenant elle était déjà inopérable. Les médecins suggérèrent une série de chimiothérapies, bien qu'ils aient honnêtement dit que les chances étaient minces. En apprenant son diagnostic, Carolina ne pouvait pas croire que cela lui arrivait. Non, elle ne pouvait pas tomber malade. Elle était jeune, en bonne santé et forte. Elle n'avait pas le droit de tomber malade. Par la suite, elle réalisa que c'était vrai, et elle mourrait bientôt de la chimiothérapie. Carolina refusa. Pourquoi ? Cria Brian en rentrant du travail. Carolina, c'est une chance. Tu ne peux pas penser seulement à toi, pense à Eric, pense à moi. Bien que dire de moi, tu as un petit-fils, et il a besoin de toi. N'avait besoin, répliqua Carolina. Mais on ne peut rien y faire. Il faut comprendre, cette chimiothérapie ne fera que me finir. Je devrais être à l'hôpital tout le temps. Je le sais en tant que médecin. Et je veux passer le temps qu'il me reste à la maison avec toi et notre fils. Brian pleura alors, en serrant sa femme, et Carolina pleura sur son épaule. Pendant un mois, elle se sentit plus ou moins bien, et Brian pensa même que les médecins se trompaient, que Carolina était en bonne santé. Elle était tellement occupée par les tâches ménagères, passant tout son temps avec son fils, et puis s'affaiblit soudainement et tomba malade. Madame Phillips s'installa avec eux. Elle s'occupa d'Eric et pleura secrètement, réalisant que sa fille s'en allait, et Brian ne voulait pas y croire. Il resta avec sa femme jusqu'à la fin. Ce dernier soir, il s'approcha de Carolina. Elle semblait dormir. Brian ajusta sa couverture et s'assit sur une chaise à côté de son lit. Carolina ouvrit les yeux. Brian, murmura Carolina. Où est Eric ? Il est avec sa maman, ne t'inquiète pas. Il va déjà au lit, répondit gentiment Brian. Tu devrais te reposer aussi, ma chère. Brian, je veux te dire, Carolina lutta pour dire quoi ? Carolina s'étouffa soudainement et toussa. Brian souleva son oreiller et lui donna à boire. Carolina, repose-toi, dit-il. Brian, je pars, murmura de nouveau Carolina. Eric ? S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. De quoi tu parles ? C'est mon fils. Oui, ton fils. Notre fils, murmura Caroline d'une voix qui s'éteignait et ferma les yeux. Brian ne comprit pas immédiatement qu'elle était partie. Il pensait qu'elle s'était endormie, mais quand il toucha ses lèvres, il comprit qu'elle ne respirait plus. Après les funérailles de Carolina, Brian ne fut plus lui-même pendant un mois. Il but quelques fois, puis se ressaisit, voyant les yeux effrayés d'Eric. Le petit ne pouvait toujours pas comprendre où sa maman était partie et pleurait souvent. Madame Phillips elle-même pouvait à peine se tenir debout de la douleur qu'elle avait vécue, mais elle veillait étroitement sur son petit-fils. Elle était toujours là. Brian, dit-elle à son gendre. Je comprends tout, c'est dur pour toi, mais pense à ton fils. Je pleure tout le temps, mais toi et lui avez besoin de ton attention, l'attention paternelle. Brian semblait se réveiller, cacha sa douleur à l'intérieur, passa plus de temps avec son fils, joua, et il semblait que cela devenait plus facile. Et Eric posait de moins en moins de questions sur Caroline, oubliant peu à peu, puis Brian repartit vers le nord, l'argent était nécessaire après tout. Madame Phillips promit de prendre soin de son petit-fils. Et toi, va, dit-elle à Brian avant de partir. Travaille et ne pense à rien d'autre, et tu trouveras une autre femme, sache que je ne m'opposerai pas. Je sais que tu aimais Caroline, mais c'est la vie. Un homme ne peut pas rester seul longtemps. Je n'ai besoin de personne d'autre que mon fils, Brian agita la main. Et en effet, personne d'autre n'était nécessaire.
Il travaillait et travaillait dans le nord. Il y avait aussi des femmes là-bas, et certaines d'entre elles, assez jolies, le regardaient. Mais il n'y prêtait aucune attention. Toutes ses pensées étaient pour son fils. Et lorsque la direction annonça qu'il licenciait tout le monde jusqu'en février, il fut ravi. Il fut le premier de la brigade à acheter un billet de train et à aller vers Eric. Et avant cela, il alla au magasin de jouets de la gare, et il y avait ce gigantesque animal, un ours blanc. Brian, quand il le vit, s'enthousiasma. C'est exactement ce qu'il donnerait à Eric, il gagnait bien sa vie après tout. Il arriva chez lui tôt le matin. Madame Phillips s'activa immédiatement dans la cuisine. Elle mit la bouilloire, commença à frire des pommes de terre. Brian jeta un coup d'œil sur son fils endormi, l'admira, comment il avait grandi au fil des mois. Son garçon grandissait. Oh! Si seulement Caroline pouvait le voir. Brian plaça l'ours à côté du lit et alla à la cuisine. Aujourd'hui, c'est la représentation matinale de la maternelle, dit Madame Phillips en préparant le thé. Tu y vas? Bien sûr, Brian acquiesça avec enthousiasme. À quelle heure? À midi. Eric est tellement excité par cette fête. Il sera déguisé en lapin. Je lui ai fabriqué un beau costume. Merci, dit Brian. Si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas ce que je ferais. Que puis-je faire d'autre, Brian? Eric est la seule chose qui me reste de Carolina. Tant que je respire, je serai avec toi, mais souviens-toi de mes paroles, si tu trouves une autre femme, je ne m'opposerai pas. Trouve juste quelqu'un qui ne fera pas de mal à Eric et l'aimera. Madame Phillips, je vous ai déjà dit, je n'ai besoin de personne, déclara obstinément Brian. D'accord. Nous verrons, soupira Madame Phillips. Et puis ils entendirent des exclamations surprises de la chambre d'Eric, puis son cri, puis ses sanglots. Brian et Madame Phillips se précipitèrent vers l'enfant. Eric était assis sur le lit, pressé contre le mur, et regardait l'ours avec des yeux effrayés. Papa, s'exclama le petit garçon en voyant son père. Tu es venu. Et qui est-ce? Fils, c'est un jouet. Un ours. Tu as peur? Brian serra son fils dans ses bras et embrassa sa joue chaude. Fils, je suis désolé, je n'ai pas réfléchi. Je pensais que tu serais content. Regarde comme il est grand et en bonne santé. Je n'avais pas peur, Eric secoua désespérément la tête. J'ai juste été surpris. Je m'endormais et personne n'était là, et puis il était là debout. Le Père Noël te l'a donné, sourit Brian. J'étais dans un train et il est venu et a dit, donne ça à Eric. Il a été sage cette année, c'est pourquoi il a eu un si gros jouet. A-t-il dit quelque chose d'autre? Eric cligna des yeux. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre? Brian était perplexe. Au moins, dis bonjour de la part de maman, j'ai vraiment envie de la voir. Elle était dans mon rêve aujourd'hui. Brian ne dit rien, se contenta d'étreindre son fils plus fort. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre? Nous ne pouvons pas ramener maman même pour un sorcier aussi puissant que le Père Noël. Elle viendra seulement à nous dans nos rêves maintenant, chuchota-t-il à son enfant. Puis il se secoua, sourit, et mit son fils sur ses genoux. C'est ta fête aujourd'hui, probablement. Il est temps de se préparer. Ouais, Eric sourit. Il est temps. Je vais y aller en tant que lapin. Waouh, c'est cool. Et qu'est-ce qui est si bien? Eric fronça soudainement les sourcils. Je voulais être un loup, mais Hugh a le droit de l'être. Mais le loup est méchant, et le lapin est gentil, s'exclama Brian, surpris. Non, ton rôle est définitivement meilleur. Tu penses? Le garçon demanda avec doute, puis se souvint de quelque chose d'autre. Et on nous a aussi dit qu'un nouveau garçon viendrait à notre fête. D'où vient-il? Oh, c'est vrai, je me souviens, Madame Phillips. Une nouvelle employée est arrivée dans notre club, une directrice artistique ou quelque chose comme ça. Nicole, notre artiste précédente, s'est enfuie avant les vacances. Ils disent qu'elle est partie en ville avec son amant. Et il y a tellement de travail à faire au club maintenant. Le directeur du club est allé au centre de district, a demandé de l'aide. Le département de la culture nous a envoyé cette fille. Elle vient de la ville,
Je pense que sa grand-mère vit dans le centre de district, et elle a accepté de venir chez nous. On lui a donné une chambre près du club jusqu'au printemps. Il y a le chauffage central là-bas, elle est seule avec son enfant. Ainsi, son fils viendra aujourd'hui. Nous ne l'avons pas encore vu, les enseignants nous ont dit que nous avions une nouvelle recrue. Elle l'a seulement ramené du centre de district hier soir. Brian écoutait d'une oreille distraite. Il n'était pas intéressé par cet artiste fatigué. Il pensait à la façon dont Eric se sentirait pendant les vacances. Après tout, la plupart des enfants viennent surtout avec leur mère. Eric le verra aussi, se souviendra de Caroline, et il pourrait commencer à pleurer. Mais ils trouveront quelque chose avec Madame Phillips et le garçon. 30 minutes avant la fête, Brian, Madame Phillips et son fils étaient déjà à la maternelle. Eric enfila docilement son costume de lapin, Madame Phillips l'aida, et Brian était à proximité, prêt à aider. En bref, ils étaient tous occupés, comme les autres parents qui habillaient également leurs enfants. Et puis les enfants coururent tous dans la salle, l'enseignante, Madame Cook, les rassembla en cercle, leur donna les dernières instructions sur leur comportement. Les adultes s'assirent sur des chaises et attendirent patiemment le début de la fête. Où est le nouveau gamin ? Quelqu'un parmi les parents se rappela soudain. Ne l'avait pas vu. Ouais, tous les nôtres, ils confirmèrent en réponse, haussant les épaules. Et puis une jeune femme séduisante jeta un coup d'œil dans la salle. Vous n'avez pas encore commencé, sourit-elle en s'excusant auprès de l'enseignante. Nous sommes un peu en retard. Nous avions un arbre de Noël à l'école, et j'ai donné un coup de main. Je vais changer Lucas maintenant. 5 minutes, d'accord, et elle courut vers le vestiaire. Tout le monde comprit que c'était la même femme qui avait été envoyée pour aider les travailleurs culturels au club. Je crois qu'elle s'appelle Marie, chuchota l'un des parents. Celle avec un enfant, un garçon de 4 ans ? Seule, demanda anxieusement un autre et regarda Marie d'un air méfiant derrière la porte derrière laquelle elle avait disparu. Et comment est-elle en comportement ? Eh bien, qui sait, répondirent-ils en riant. Nous verrons. Mais vous devez bien tenir vos hommes. Regardez comme elle est sinueuse et lumineuse. Brian jette un coup d'œil, lui fit un clin d'œil sa voisine, Madame Kelly, qui était venue à la fête pour sa petite fille. Tu es seule avec nous. Ça va, répondit Brian sombrement. Et personne n'osa plus rien lui dire. Madame Phillips baissa les yeux, pensant à sa fille. Madame Kelly se rendit compte qu'elle avait dit quelque chose de stupide, fronça aussi les sourcils, se tut. La musique commença à jouer. Les éducateurs et les nounous installèrent les enfants devant l'entrée. Les participants à la représentation, y compris Eric, furent amenés dans le couloir. C'était amusant de voir les tout-petits en costume de lapin, de souris, de renard, et autres animaux s'étirer en file indienne vers la sortie. Les parents souriaient en regardant leurs enfants. Et puis cette même Marie fit éruption dans la salle avec le garçon. La nounou, Mademoiselle Murphy, prit le garçon, sourit, et resta stupéfaite un moment. Elle regarda les parents d'un air perplexe, regarda étrangement Brian, du moins c'est ce qui lui sembla. Et puis la femme conduisit l'enfant vers une chaise vide. Beaucoup de mères regardaient Marie avec curiosité, qui s'était installée dans un coin et n'avait pas immédiatement remarqué le garçon. Mais Brian était assis comme si quelqu'un lui avait frappé la tête avec un sac, un garçon qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Eric venait d'être amené dans la salle. Brian pensa même d'abord que c'était son fils. Les mêmes yeux bleus, un nez légèrement crochu, seulement les cheveux, ceux d'Eric étaient taillés, seulement légèrement bouclés sur le sommet, tandis que ce garçon avait une pile entière de boucles blondes encadrant son visage avec un chapeau. Madame Phillips était également assise, perplexe. « Brian, je ne comprends pas, chuchota-t-elle. Peut-être que mes yeux me jouent des tours. Ce garçon ressemble tellement à notre Eric. Peut-être que j'ai aussi quelque chose qui ne va pas avec mes yeux, chuchota-t-il. Il regarda Marie. Elle était assise là, souriant calmement à son fils, lui faisant signe de la main, et il lui sourit en retour. Enfin, certains des parents remarquèrent aussi le bébé. « Brian, le petit ressemble trait pour trait à ton Eric, chuchota Madame Kelly. Et puis elle ajouta impoliment, est-ce le tien ? Ne dis pas de bêtises, siffla Brian. Il était sur les nerfs.
Il voulait se lever et demander immédiatement à cette Marie qui elle était. Mais ce serait insensé. Brian resta assis là, tendu, ne détachant pas les yeux du garçon. Beaucoup de parents regardaient aussi le bébé, sa mère, Brian, et chuchotaient entre eux. Ensuite, le spectacle commença, et tout le monde fut distrait. La sorcière fit le tour du sapin de Noël. Les enfants firent une représentation. Ensuite, le Père Noël et ses assistants arrivèrent. Après cela, les enfants récitèrent des poèmes et chantèrent des chansons. Eric s'amusait beaucoup. Il était clair qu'il était très à l'aise dans son costume de lapin, et le masque sur son visage ne le dérangeait pas du tout. Et puis tous les enfants sortirent pour danser autour du sapin de Noël, y compris ceux qui étaient assis sur des chaises. Le nouveau garçon y alla aussi. Il se trouva qu'il se tenait à côté d'Eric. Ils se prirent la main et commencèrent à chanter « Le petit sapin est né dans la forêt ». Apparemment, Eric se sentait mal à l'aise de chanter, et il releva son masque sur son front. Tous les regards dans la salle se fixèrent à nouveau sur les deux petits garçons. Eric et Lucas étaient comme deux gouttes d'eau. Brian les observait aussi. L'homme était complètement perdu, déplaçant son regard de son fils à sa voisine. Puis Brian regarda Marie. À son visage pâle et désemparé, il comprit qu'il y avait un secret qu'il ne connaissait pas encore. Après la fête, parents et enfants se rassemblèrent pour rentrer chez eux. Les enfants étaient heureux, les parents étaient satisfaits, mais beaucoup jetaient des regards curieux à Brian et Eric, puis à Marie et Lucas. Madame Phillips, comme pour protéger son petit-fils des regards indiscrets, se tenait à proximité, aidant Eric. Marie habilla rapidement son fils, sans regarder personne. Brian fit également semblant que rien ne s'était passé. Il décida de parler plus tard, sans témoin, à cette fille inconnue. En chemin, Eric babillait sans arrêt. « Quelle belle fête !» s'exclama-t-il. Et le Père Noël était si gentil. Il m'a donné tellement de bonbons. Et il y avait un nouveau garçon, Lucas, nous l'avons rencontré en dansant. Il m'a donné une sucette, et je lui ai donné du chewing-gum. Il me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à comprendre qui. Le père et la grand-mère d'Eric écoutaient en silence et hochaient la tête, chacun pensant à quelque chose. À la maison, Madame Phillips fut la première à engager la conversation avec Brian. Peut-être que ce garçon est son sosie. On dit que ça arrive parfois. Mrs. Phillips, vous croyez en ça? Brian secoua la tête. Je ne crois pas à de tels contes de fées. Et avez-vous vu le visage de Marie? Elle est devenue pâle, effrayée de quelque chose. Je ne comprends rien. Eric est notre petit-fils, le nôtre. Caroline l'a mis au monde. Mais peut-être qu'elle avait des jumeaux? Et les médecins n'ont rien remarqué, dit Brian sarcastiquement. Je comprends, ça aurait pu arriver au début du XXe siècle, mais pas maintenant. Caroline portait seulement un enfant. Alors, comment expliques-tu tout cela? Madame Phillips regarda désespérément dans la pièce suivante, où Eric déballait son sac de bonbons. Eric est mon fils, déclara fermement Brian. Et je vais aller voir cette femme pour tout comprendre. Il sortit de la maison en enfilant sa veste. Il courut presque au club, ne prêtant aucune attention aux passants qui le regardaient curieusement. Tout le village parlait déjà du fait que Brian avait été avec une autre femme alors qu'il était avec Caroline et l'avait aussi mise enceinte. Et maintenant, elle était revenue. Je n'aurais jamais pensé que Brian était capable de tromper Caroline, chuchotèrent les vieilles femmes en regardant Brian partir. Il semblait si honnête. Il adore Caroline et aime tellement Eric, mais c'est juste comme tous les autres hommes. Et regardez-la, elle a dû apprendre que Caroline était morte et s'est précipitée ici. Pas de honte, pas de conscience. Je plains Madame Phillips. Comment doit-elle se sentir maintenant, sachant que Brian est un séducteur? Il a menti à sa fille. C'est bien, mais qu'en est-il des enfants maintenant? 2 frères, apparemment? C'est comme ça que sont les jeunes. Ils ne réalisent pas ce qui se passera plus tard, et les enfants en souffriront. Bref, tout le monde dans le village avait décidé que Brian était coupable. Marie était une fille bien. Beaucoup avaient déjà fait leurs prédictions. Devant tout le monde, Madame Phillips maudirait maintenant son gendre et aurait raison.
Encore mieux si Erika la prenait chez elle. On ne peut pas confier un fils à un homme aussi indiscipliné que Brian. Et Marie doit enduire de goudron ou de peinture la porte de sa maison, mais où peut-elle trouver ça? Et le président du conseil du village sera clairement mécontent, les portes sont la propriété publique. Et pourquoi a-t-il installé Marie dans le club sans connaître la personne? Pendant ce temps, dans une petite pièce près du club, Marie emballait fébrilement ses affaires dans une valise. Le petit Lucas regardait sa mère avec étonnement. « Maman, je ne veux pas partir d'ici, » murmura l'enfant, retenant à peine ses larmes. « J'aimais bien ici. » Il y avait d'autres enfants, un sapin de Noël. Le Père Noël m'a donné un cadeau. « Fils, nous ne pouvons pas rester ici, » répondit la femme, presque en pleurant elle-même. « Ce sera mal pour nous ici. Le bus arrive maintenant, dans 2 heures. Nous retournerons chez Madame Reed, dans le centre de district, et ensuite, je trouverai quelque chose. » « Je ne veux pas aller chez Madame Reed, » pleura le petit. « Elle me gronde et me frappe. Elle m'a tiré l'oreille quand je suis assis sur son lit. Nous devrons endurer, mon petit. » « Ce ne sera pas long. » Marie embrassa son fils et lui donna un baiser sur la joue humide. À l'improviste, on frappa à la porte. Marie tressaillit au coup soudain et fixa la porte. Elle s'ouvrit, et sur le seuil se tenait le même homme de la représentation du matin qui l'avait regardé tout le temps, le père de ce garçon. « Bonjour, dit-il. Je suis Brian. Nous devons parler. »« Bonjour, dit Marie d'une voix basse. Ne vous inquiétez pas, nous allons partir maintenant. Vous et votre femme n'avez rien à craindre. Ma femme est morte. »« Comment ? Carolina n'est plus parmi nous, » dit Marie, confuse. « Non, qui êtes-vous, bon sang ?» s'écria Brian. « Comment connaissez-vous ma femme ? Et comment expliquez-vous que nos fils sont comme 2 gouttes d'eau ?» Marie se tourna vers son fils, puis plaida avec Brian, « Je vous expliquerai tout, juste pour que l'enfant n'entende pas. Allons dans l'auditorium. » Elle se retourna vers son fils. « Lucas, mon chéri, tu peux jouer ici. Dessine et mange tes bonbons. Je parlerai à l'oncle Brian et je reviendrai bientôt. » Lucas hocha la tête avec tristesse en réponse. Il était inquiet de devoir bientôt partir d'ici et d'aller chez la méchante Madame Reed. Brian et Marie se dirigèrent vers l'auditorium. Brian s'assit sur une chaise, et Marie resta debout. Elle rassembla ses pensées et ne savait pas par où commencer. Oui, c'était son secret, et elle avait vécu avec toutes ces années. Mais c'était tellement dur, simplement insupportable. Et aujourd'hui, quand elle avait vu Eric, son cœur s'était contracté comme s'il était enchaîné. Elle devait se confesser. « Comment connaissez-vous ma femme ?» répéta Brian. « Nous étions ensemble à la maternité, » dit Marie en pâlissant. « Et vous avez pris notre 2e enfant ? » « Je n'ai pris personne, » chuchota presque la femme. « J'ai confié mon 2e fils à votre femme. Carolina avait un bébé mort-né à l'époque. »« Quoi ?» s'exclama Brian. « Ça ne peut pas être. Eric est mon fils. » Mest, c'est la vérité. Je vais vous raconter mon histoire, et vous pourrez décider par vous-même si c'est vrai ou non. Et Marie raconta à Brian son histoire, sans entrer dans trop de détails, bien sûr, mais en réalité, c'était une histoire longue et triste. Marie a grandi dans un orphelinat. Elle était une fille très artistique depuis l'enfance, donc la question de savoir où aller étudier après l'école n'était pas un problème. Marie s'est inscrite dans une école d'art. En tant qu'orpheline, on lui a attribué une chambre dans un dortoir. Elle étudiait facilement. Après avoir obtenu son diplôme, elle a trouvé un emploi à la Maison de la Culture de la ville, où elle a été remarquée par l'un des riches mécènes. Monsieur Davis avait déjà plus de 50 ans, et Marie n'était qu'une fille de 22 ans, mais l'homme ne pouvait pas se contrôler. Il ne laissait pas à la fille d'espace. Il lui envoyait des fleurs au travail, la rencontrait le soir à l'extérieur de la Maison de la Culture et lui proposait de la ramener chez elle. Marie ne voulait pas de son attention insistante. Elle refusait ses avances autant qu'elle le pouvait, mais cela ne faisait que l'exciter davantage. Il continuait de lui envoyer des bouquets, des chocolats, et l'invitait au restaurant encore et encore. « Je ne te comprends pas, Marie, » dit son amie Rachel, qui travaillait comme designer dans ce centre culturel. « Ce type te court après,
et tu fais la moue. Si quelque chose comme ça m'arrivait, je me jetterais dans ses bras sans réfléchir. Rachel, il a une femme, et ses enfants sont déjà grands. Sa fille a mon âge, j'ai vérifié, répondit Marie. Donc, tu t'intéresses encore à lui, cligna de l'œil Rachel. Internet est utile. Tu peux tout trouver sur ce banquier, Monsieur Davis. Sa femme a une chaîne de salons de beauté, son fils est un écolier, et sa fille a 23 ans et travaille dans sa banque. Mais qui se soucie de sa famille? Laissez-les vivre comme avant. Tu seras dans une bonne position. Il te louera ou peut-être t'achètera un appartement, et tu pourras déménager de ta chambre infestée d'insectes. Il te couvrira d'or et de diamants. Marie, accepte. Mais il est vieux et désagréable. Quoi, tu veux dire vieux? Il n'a que 50 ans. Cependant, Marie ne voulait pas écouter son amie, et un jour, elle est rentrée tard d'un événement. Soudain, une voiture s'est arrêtée à côté du trottoir, et 2 hommes costauds l'ont poussée dans le salon. Ils l'ont amenée dans une luxueuse maison de campagne où M. Davis l'attendait. La table était mise. Vin, champagne. Le propriétaire était en robe. Asseyez-vous, Marie. Le banquier montra une chaise, puis lui versa du vin. Vous êtes ici avec moi, malgré votre résistance. Vous devez comprendre que je ne peux pas être refusé. J'obtiens toujours ce que je veux. Je vais vous signaler à la police, répondit Marie, tremblante. Moi? Pourquoi faire? Monsieur Davis rit aux éclats. Pour aider de pauvres idiots dans cette vie? Marie, tu es vraiment une idiote. Je vais te rendre riche. Et la police? Ne t'inquiète pas, j'ai mes connexions là-bas. Le grand patron me doit beaucoup d'argent, il est comme de la pâte entre mes mains. Alors buvons du vin, mangeons des fruits. Détends-toi, nous avons encore toute la nuit devant nous. Il profitait de son pouvoir sur Marie, voyait la peur dans ses yeux, et cela l'amusait, puis il se moquait simplement d'elle. Le matin, il l'a remis dans la même voiture avec les mêmes gars courageux, lui mit quelques milliers dans la poche, et dit qu'il l'appellerait le soir. Et ne pense même pas à ne pas répondre au téléphone, chuchota Théil à son oreille. Tu m'appartiens maintenant. Je ferai de toi une reine si je veux, ou je te détruirai si je veux. Marie pleura tout le chemin du retour. Marie, ne sois pas stupide, lui dit l'un d'eux lorsqu'ils arrivèrent à la maison. Tu ne peux pas aller contre Monsieur Davis. Fais ce qu'il dit. Marie était écrasée. C'était tellement mentalement et physiquement lourd, elle voulait se cacher et disparaître pour que personne ne la trouve. Mais le soir, quelqu'un frappa à sa porte. Monsieur Davis se tenait dans l'embrasure, et son visage satisfait et suffisant brillait. Il sourit. Gros porc, pensa Marie avec dégoût. Elle voulait lui claquer la porte au nez, mais elle n'en avait pas le temps. Il mit son pied dans l'embrasure. Prépare-toi rapidement, nous allons dans ma maison de campagne, dit-il en clignant de l'œil. Marie était tellement dégoûtée par l'homme, mais M. Davis avait un moyen de l'influencer comme un hypnotiseur expérimenté. Elle se sentait comme un lapin devant un énorme serpent. Et Marie partit avec lui. Ils se rencontrèrent plusieurs fois après cela. Le banquier était ravi. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Et Marie se sentait tellement misérable, et elle se sentait sale, comme si elle avait été frottée par le sol. M. Davis était généreux. Il lui donnait des bijoux, des fleurs. Rachel, qui voyait Marie avec de nouvelles boucles d'oreilles ou une bague, soupirait seulement avec envie, pensant à quel point son amie avait de la chance. Et puis tout s'est terminé un jour. La femme de M. Davis est apparue lors d'un de leurs rendez-vous dans sa maison de campagne. Elle n'a pas crié ni fait de scène, elle a simplement souri et a dit « Oh, toi encore, chérie ». M. Davis attrapa Marie et la jeta littéralement dans la rue, puis tomba aux pieds de sa femme, réalisant combien il lui devait. Il avait construit toute son entreprise grâce à son père. Bien sûr, elle lui pardonna, pas pour la première fois. Et honnêtement, était même contente que cela se soit passé ainsi. Monsieur Davis ne l'embêterait plus. Et en effet, il avait assez joué. Il n'appelait ni ne venait plus. De tous, seule Rachel était déçue, ce vieux bouc a abandonné son ami. Et Marie respira enfin un soupir de soulagement.
C'était la libération. Au début, elle voulait jeter les boucles d'oreilles et la bague que M. Davis lui avait donnée. Rachel la convainquit du contraire. Engagez vos bijoux, conseilla son amie. Un peu d'argent en plus ne fera pas de mal. Alors Marie fit exactement cela, et le regretta bientôt. Une semaine plus tard, M. Davis se présenta et exigea qu'elle lui rende tous les bijoux. Quand il découvrit que Marie les avait vendus pour une bouchée de pain, il entra dans une colère noire. « Tu me paieras pour eux » hurla-t-il. « Vends ta chambre au dortoir et donne-moi tout. » Marie le renvoya. Finalement, elle avait réussi à lui tenir tête. Elle ne savait pas pourquoi, peut-être avait-elle grandi. Mais c'était trop tôt pour elle de célébrer sa liberté retrouvée. Bientôt, Marie se sentit terrible, surtout le matin. « Ami, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» lui demanda Rachel. Marie elle-même réalisa que c'était probablement ce qu'elle redoutait. Le médecin de la clinique des femmes le confirma. « Vous êtes enceinte de cette semaine » dit-elle. C'était un choc, et Marie ne comprenait pas quoi faire. Rachel lui donna l'adresse d'une clinique où elle pourrait rapidement résoudre le problème, et Marie s'y rendit car elle savait que c'était la meilleure option dans cette situation. À la clinique, on lui donna une référence pour une interruption de grossesse. Cela devait être fait dans 2 jours, mais le soir même, Marie eut de la fièvre et son estomac lui faisait terriblement mal. Elle fut transportée à l'hôpital en ambulance. Il s'avéra que c'était une appendicite. Marie subit une intervention chirurgicale, puis une période de convalescence. Quand Marie reprit ses esprits, il était trop tard pour une interruption de grossesse. Elle devait accoucher, mais qui voulait de cet enfant de toute façon? Et puis, se sentant audacieuse, Marie alla voir M. Davis et lui dit tout. Enceinte, ricana-t-il à son visage. Tu es une fille adulte et tu devrais résoudre tes propres problèmes. Ça ne m'intéresse plus. Mais c'est ton enfant, s'exclama Marie. Et pourquoi devrais-je te croire, demanda-t-il. Qui es-tu? Un déchet sorti de sous là. Clôture. N'ose même pas approcher des gens respectables avec ton bâtard. Et il partit. Marie resta là, horrifiée, réalisant que personne ne l'aiderait dans cette vie. Oui, elle devrait résoudre ses propres problèmes. Une semaine plus tard, la femme de M. Davis se rendit dans la chambre de Marie. « J'ai appris de mon mari que tu vas avoir son bébé » dit-elle en souriant. « Tant pis. Tu dois comprendre que M. Davis ne reconnaîtra jamais cet enfant. »« Je ne lui demande rien à lui ni à toi, » répondit Marie, relevant la tête. « Tu es si courageuse et fière maintenant, mais quand on chionettera, tu chanteras une autre chanson, » siffla la visiteuse entre ses dents. « Alors, sors de la ville pour que ton esprit ne soit pas ici dans 3 jours. Tu as compris? Et que se passe-t-il si je ne le fais pas? » Marie regarda calmement la femme aux vêtements chers et n'en avait pas du tout peur. « Alors, tu regretteras d'être née, » dit la femme en la fusillant du regard, et elle partit en claquant la porte, mais Marie ne prit pas sa menace au sérieux. Elle continua de vivre tranquillement, mais une nuit, 3 hommes masqués firent irruption dans sa chambre, la tirèrent du lit, sortirent des papiers d'un dossier qu'ils avaient apporté avec eux, et forcèrent Marie à les signer. Elle ne comprit jamais ce qu'elle avait signé, et le matin, de nouveaux propriétaires de sa chambre arrivèrent et présentèrent des documents pour la vente. Les protestations de Marie selon lesquelles elle avait signé sous la contrainte et n'avait reçu aucun argent tombèrent dans l'oreille d'un sourd auprès de la police. Marie se retrouva seule dans la rue, enceinte et sans argent. Où vivre? Au travail? C'est là que Rachel intervint. Elle loua un petit studio et abrita son amie. Mais que faire ensuite? Et puis arriva la nouvelle étonnante. « Tu attends des jumeaux » dit le médecin lors de la prochaine consultation. « Des jumeaux ?» Marie pleura de larmes. « Comment? Pourquoi? Je ne pourrai pas gérer ça. »« Tu peux, cher » le médecin sourit. « D'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'accoucher, compte tenu de ta récente opération. Tu as besoin d'une césarienne. Tu te réveilleras, et tu auras déjà 2 poupées. » Marie sortit de l'hôpital sans prêter attention au chemin. Comment avait-elle pu se retrouver dans ce pétrin? Enceinte d'un scélérat. Et avec des jumeaux en plus. Alors, mon amie, ne t'éloigne pas, réconforta Rachel lorsqu'elle apprit tout.
Nous traverserons cela. Facile à dire. Que suis-je censé faire maintenant? Ou vivre avec 2 enfants, comment les élever? Je vais être à jamais à tes trousses. Laisse-les à la maternité, suggéra Rachel. Tu es sérieuse? Marie ouvrit même la bouche de choc à une telle proposition. Non. Eh bien, que peux-tu faire d'autre? Réfléchis par toi-même, en as-tu besoin? Non, seulement s'ils étaient de quelqu'un que tu aimais ou d'une personne décente, mais ils sont du dernier scélérat. Mais ce sont mes enfants. Rachel, j'ai moi-même grandi dans un orphelinat et ne veux pas d'un tel destin pour mes enfants. Et alors? Tu étais bien là-bas, tout était prévu pour toi, et ils te donnaient même un logement. Que j'ai perdu, ajouta Marie pensivement. Ce n'est pas grave. Une fois que tu auras donné naissance à ces enfants, laisse-les à la maternité. Une nouvelle vie commencera. Tout ira bien, mon ami, et tu l'oublieras comme un mauvais rêve, la rassura son amie. Marie comprit que Rachel avait raison. Pourquoi avait-elle besoin de ces enfants? Qui était leur père? Elle tressaillait à chaque fois qu'elle se souvenait du banquier obèse. Non, rien ne devrait les lier. Et Marie décida de laisser les enfants à la maternité. Mais le temps passa, son ventre grossit, et avec lui, le sentiment maternel de la jeune femme s'éveilla. Elle caressait doucement son ventre, souriait lorsque les petits bougeaient à l'intérieur. Non, ça ne faisait pas mal, c'était même agréable, comme si des papillons battaient des ailes. 2 beaux garçons, dit le médecin à la prochaine échographie. Des garçons. Ses 2 petits-fils. Elle ne les donnerait à personne. Marie décida que, lorsque le moment serait venu, elle les mettrait sur pied elle-même. Ils ne grandiraient pas dans un orphelinat. Rachel ne lui parla pas de ses projets, plus tard, tout plus tard. Une semaine avant la césarienne prévue, elle fut admise à l'hôpital. Elle rencontra Caroline dans la salle avant d'accoucher. Caroline aussi était allée à l'hôpital dans les derniers jours, elle était très inquiète. C'est mon 4e enfant, confessa Caroline à Marie. Tu as une si grande famille? Marie était surprise. Malheureusement, non, dit la nouvelle connaissance amèrement et raconta à Caroline son histoire. Tout ira bien cette fois-ci, l'encouragea Marie. Caroline hocha simplement la tête légèrement en réponse, elle avait peur de dire quelque chose qui pourrait porter malheur. Un jour, on les emmena, Marie pour une opération, et Caroline avec des contractions. Quand tout fut fini et que Marie fut transférée de l'unité de soins intensifs à une chambre ordinaire, il s'avéra que sa voisine était Caroline. Caroline était allongée, tournée vers le mur, et pleurait doucement. Marie la regarda avec inquiétude et comprit tout. « Est-ce que ça va mal ?» elle demanda seulement. « Ça ne pourrait pas être pire, » sanglota Caroline. « Mon petit garçon n'a pas survécu. Il a seulement pris une respiration et est mort. Comment cela a-t-il pu arriver? Seigneur, j'ai tant prié pour que tu sauves sa vie. Caroline, ma chère, ne pleure pas. » Marie, se tortillant de douleur elle-même, se tourna vers Caroline. « Tout ira bien. » « Oui, rien n'ira bien, » pleura Carolina. « C'est le 4e enfant que je pleure. »« Tu comprends, le 4e. Je ne sais pas comment dire à mon mari, et je ne sais pas comment dire à ma mère. Ils attendent et espèrent aussi, mais mon petit est déjà à la morgue. C'est tellement effrayant. Et j'ai pitié de Brian. Il veut tellement devenir père, mais ça n'arrive pas. Il a un problème, mais je ne l'abandonnerai jamais. Peux-tu imaginer lui dire encore une fois que le bébé n'a pas survécu? Il s'est déjà effondré avant. Il buvait, se sentant sans valeur. Et maintenant, encore. Je suis forte, je vais m'en sortir. J'ai peur pour Brian. Marie écouta sa confession, et un plan se forma soudainement dans sa tête. Elle venait de donner naissance à 2 bébés en bonne santé. Elle ne les avait pas encore vus, mais le médecin avait dit que les garçons étaient parfaitement en bonne santé. Mais comment pourrait-elle s'en sortir avec 2 bébés, seule, sans maison, sans argent? Carolina, je te donnerai l'un des miens, dit-elle enrouée. Acceptes-tu? De quoi parles-tu? Carolina demanda, confuse. Et elles ne dormirent pas de toute la nuit, se retournant et se retournant.
L'une pensait à savoir si elle pouvait accepter l'enfant de quelqu'un d'autre, tandis que l'autre se demandait si elle pouvait supporter de donner son propre sang. À l'aube, Caroline appela Marie d'une voix douce. « Tu dors ?» « Non, » répondit Marie brièvement. « J'ai pris ma décision. Je prendrai ton bébé. Mais assurons-nous que personne ne le sait, ni tes connaissances ni mes proches. Pour mon mari et ma mère, j'ai donné naissance à un bébé en bonne santé. » « Oui, je suis d'accord. Nous devons simplement convaincre le médecin de changer les documents des enfants. » « C'est difficile, mais c'est possible, » répondit Marie. Elle se souvenait qu'elle avait un petit cadeau de Monsieur Davis, une bague en diamant. Elle ne l'avait pas emmenée au mont-de-piété, et lorsque Monsieur Davis exigea le retour de ses bijoux, elle ne put le retrouver, la bague avait roulé sous la doublure de son sac. Plus tard, elle la retrouva. Maintenant, cela pourrait être utile. « Vous réalisez ce que vous me demandez ?» le médecin leur cria dans le bureau lorsque les femmes lui parlèrent de leur demande. « D'accord, Marie, jeune et insensée, mais toi, Carolina ? Tu es aussi une professionnelle de la santé, tu comprends que c'est impossible en principe. » « Je comprends, mais comprenez-moi aussi, s'il vous plaît. Je veux être mère. J'en ai assez de pleurer mes enfants, et c'est une chance, dit Marie. « Alors va à l'orphelinat, prends un bébé là-bas, » secoua la tête le médecin. « Non, je ne peux pas. Et je refuse les enfants, dit soudainement Marie à voix haute. « Marie, ça va ? Deux merveilleux garçons. Comment as-tu pu ?» Le médecin regarda la jeune mère avec perplexité. « Je ne pourrai pas les élever seule, encore moins deux. S'il vous plaît, ne me laissez pas faire quelque chose d'irréparable. Je prendrai un enfant, et je donnerai l'autre à Carolina. Elle est bonne, je le sens. Mon garçon sera entre de bonnes mains. » Elle s'approcha de la table et posa la bague sans dire un mot, puis quitta le bureau, suivie de Carolina. Toutes deux ressentaient une douleur et une lourdeur dans leur cœur, rien ne fonctionnait. Et 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit, et la nounou entra avec 2 paquets. « Eh bien, mesdames, prenez vos bébés, » dit joyeusement la femme. Elle regarda l'étiquette sur l'un, puis sur l'autre, et remit immédiatement un bébé à Carolina et un à Marie. Les femmes se regardèrent avec étonnement, puis chacune regarda son propre bébé. En quelques instants, chacune nourrissait déjà son bébé. « Et il me ressemble, » sourit Marie en regardant le bébé endormi dans ses bras. Et puis le sourire tomba de son visage. Elle regarda le bébé de Carolina. Elle comprit ce regard et serra le bébé plus fort. « Tu l'as promis, » chuchota-t-elle, pâle. « Je m'en souviens. Je voulais juste voir à quoi il ressemble, » dit Marie. « Ne le fais pas, » supplia Carolina. « Laisse-le être mon fils. »« Oui, tu as raison. C'est ton fils, » murmura Marie et ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. Elle n'a jamais pu voir son deuxième bébé, et le soir, ils étaient séparés dans des salles différentes. Le médecin avait décidé que c'était la bonne chose à faire. Pourquoi faire souffrir encore davantage ces pauvres femmes ? Il les avait aidées autant qu'il le pouvait. Quand Carolina quitta l'hôpital avec son bébé, Marie était encore à l'hôpital. Elle se tenait près de la fenêtre et regardait Carolina marcher avec son deuxième fils jusqu'à une voiture où un grand homme l'attendait. Il souriait heureux, disait quelque chose à Carolina, puis ils montèrent dans une vieille voiture et s'éloignèrent. Où, Marie ne le savait pas, Carolina n'avait pas dit d'où elle venait, elle avait seulement mentionné qu'elle vivait quelque part dans la région. Eh bien, Marie n'avait pas besoin de savoir. Elle avait décidé que son deuxième bébé serait heureux dans une autre famille, et elle élèverait celui-ci. Elle n'a pas entendu le médecin s'approcher d'elle, lui aussi regardait Carolina partir. « Tu le regrettes ?» lui demanda-t-il doucement. La jeune mère fut surprise. Non, elle secoua la tête. Carolina sera une bonne mère. J'espère, les filles, nous avons fait la bonne chose, soupira le médecin, puis sortit la bague de sa poche. Prends-la, tu en as plus besoin, et il quitta la chambre. Et Marie le regarda reconnaissante. Quel bon médecin! Rachel récupéra Marie et le bébé de l'hôpital. Bien sûr, son amie fut un peu stupéfaite en apprenant que Marie avait décidé de garder le bébé. Mais, pour être honnête, au fond d'elle-même, elle approuvait la décision de son amie.
Rachel avait beaucoup réfléchi à cette situation, s'était même imaginée à la place de Marie, et avait compris que donner son enfant n'était pas si facile. Au moins, il n'y en a qu'un, pensa Rachel. Elle réconforta même son amie et fut surprise de voir à quel point elle réagissait calmement à la mort de son deuxième bébé. Rachel décida que Marie était même heureuse. Oui, dans sa situation, c'était la meilleure option. Lucas grandissait. C'était un bébé calme et affectueux, en bonne santé, et cela rendait Marie très heureuse. À sa grande surprise, Marie réalisa qu'elle ne voyait pas son fils comme l'enfant de M. Davis. C'était juste son bébé, et elle faisait tout pour s'assurer que le petit ne manque de rien. Lorsqu'il avait 6 mois, elle a commencé à travailler. Elle organisait des vacances et des fêtes. Pendant ce temps, Rachel gardait Lucas. Son amie s'est révélée être une bonne baby-sitter, mais elle avait aussi sa propre vie. Non, elle n'a jamais blâmé Marie pour la restreindre, mais la jeune mère elle-même comprenait qu'elle devait résoudre ses problèmes de logement. À 1 an, elle envoya Lucas pendant 5 jours et commença à travailler 2 ou même 3 fois plus. Elle accepta beaucoup de commandes. Parfois, elle se rendait à l'appartement de Luda et s'effondrait d'épuisement, mais elle devait travailler pour que Lucas ne manque de rien. Mais ensuite, Marie réalisa que son bébé grandissait abandonné et malheureux dans un tel rythme. Qui a besoin de lui là-bas à la garderie pendant 5 jours? Et le week-end, quand elle le récupère? Parce qu'elle doit à nouveau partir pour des mariages ou des anniversaires, mais il n'y a pas d'autre moyen. Après tout, elle a été renvoyée du centre culturel où elle travaillait autrefois, comme elle l'a appris plus tard, à cause d'un appel d'une personne influente. Qui? Marie n'a même pas pris la peine de demander, elle savait que c'était soit M. Davis, soit sa femme. Alors elle vivait dans un rythme fou avec un sentiment constant de culpabilité envers son fils. Mais un jour, tout a changé. La tante de Rachel est tombée malade dans une petite ville loin du centre régional. Elle est méchante, vieille, disait Rachel. Mais ma mère lui doit. C'est sa sœur, après tout. Elle empruntait beaucoup d'argent à ma mère, mais maintenant elle peut à peine se déplacer dans la maison. Elle n'a ni enfant, ni mari, ni même un chat. Je te dis, elle est méchante comme un diable. Alors elle a demandé à ma mère de s'occuper d'elle. Mais comment ma mère peut-elle? Ils ont quitté cette ville il y a longtemps, pour le district voisin. Ni ma mère ni mon père ne veulent y retourner. La travailleuse sociale est chassée par la tante. Ma mère m'appelle, pleurant, ne sachant pas quoi faire. Et Madame Reed ne veut pas y aller non plus. Alors j'ai pensé, et si tu y allais? Il y a une garderie et un nouveau club là-bas. La tante sera peut-être méchante, mais elle n'est pas une sorcière, elle t'acceptera. Où d'autre peut-elle aller? Tu auras un endroit où vivre avec Lucas, et tu trouveras un travail, et surtout, tu t'occuperas de la tante. Elle ne nous laissera pas entrer, hésita Marie. Nous sommes des étrangers pour elle. C'est mon problème, Rachel fit un clin d'œil. Je vais la convaincre, sinon je lui dirai que je vais la mettre dans une maison de retraite. Ma principale préoccupation est que tu sois d'accord. Probablement oui. Je suis d'accord, Marie haussa les épaules. Je n'ai pas beaucoup d'options, et je suis tellement fatiguée, et Lucas pleure tout le temps. C'est difficile pour lui d'être sans sa mère pendant 5 jours à la garderie. Exactement. Alors, c'est réglé, j'appellerai ma tante, s'exclama Rachel avec joie. On ne sait pas comment Rachel a convaincu sa têtue de tante, mais elle a aussi accepté, bien qu'elle fût très contrariée qu'une femme avec un enfant séjourne chez elle. Mais elle se tut après avoir entendu que la seule autre option était une maison de retraite. Et ainsi Marie et Lucas étaient dans le train. Le garçon était heureux. Allait-il vraiment voir sa mère tous les jours maintenant, et pas seulement le week-end? Tu ne m'abandonneras plus pendant 5 jours, n'est-ce pas? Il réalisait parfois et chuchotait à Marie pour la 100e fois. Non, mon petit, plus jamais, assura Marie. La femme tenait son fils tout près et pensait que, malgré toutes les difficultés, elle était heureuse. Elle avait un bébé, sa raison de vivre, sa joie, ses espoirs, et tout irait bien pour eux. Marie pensait-elle jamais à son deuxième enfant? Bien sûr, parfois ça lui faisait mal à la poitrine, mais Marie s'interdisait tout souvenir de ces événements à la maternité. Elle n'en parla à personne, pas même à Rachel,
et elle ne le fera jamais. Son deuxième fils n'avait pas survécu à l'époque, et c'était tout. Ils descendirent à une petite gare. Après la grande ville, le silence semblait les submerger. La scène les étonna, de petites maisons, des rues étroites, mais c'était juste inhabituel. Et ainsi cette petite ville était la plus ordinaire, comme des milliers à travers le pays. Ils trouvèrent facilement la maison en bois avec des volets sculptés et une clôture en fer sur la bonne rue. Madame Reed y habitait. Elle leur ouvrit la porte. Une femme dans la soixantaine, grassouillette, au visage mécontent. Marie nota pour elle-même qu'elle n'était pas si démunie, elle bougeait assez décemment. Elle devait juste perdre un peu de poids, mais cela ne la concernait pas. Merci d'avoir accepté de les accueillir. Alors, Rachel vous a envoyé chez moi, Madame Reed les examina et dit. Bon, d'accord, restez pour l'instant, et ensuite on verra. Votre chambre est là-bas. Allez, mettez-vous à l'aise, et dites à votre garçon de ne pas courir et crier dans la maison. Asseyez-vous dans la pièce. Et voilà. Oh, et n'attardez pas trop, je dois alimenter le poêle et cuisiner. Allez, bougez. Disant tout cela d'un ton impératif, Madame Reed se dirigea vers le salon et alluma la télévision à plein volume. Lucas voulait dormir après le voyage, mais comment pouvait-il s'endormir ici? D'accord, mon fils, tu devras t'y habituer. Tu dormiras bien quand tu iras à la garderie, chuchota Marie. Maman, tu as promis, Lucas se recula de sa mère les larmes aux yeux. Tu as dit que tu ne me renverrais pas pendant 5 jours. Mais ce n'est pas une affaire de 5 jours, le rassura Marie. Chaque soir, je viendrai te chercher, ici. C'est maintenant notre chez nous. Vraiment, tu promets? L'enfant regarda sa mère avec scepticisme. Je promets, sourit Marie. Nous devons juste trouver cette garderie, et pour l'instant, tu dois te comporter et ne pas embêter ta grand-mère. La chambre était lumineuse, avec un lit, une armoire qui grinçait, et une table à 3 pieds. Une petite fenêtre dans un vieux cadre en bois. Mais même cela était du bonheur, ils avaient leur petit coin à eux. Marie déballa rapidement et partit travailler. Tout aurait été bien si elle savait comment chauffer le poêle. Oh, et elle en entendit de bonnes de la part de Madame Reed, elle était incompétente et maladroite. Pourquoi avait-elle même écouté Liudka? Marie écouta silencieusement tout, regarda Madame Reed travailler sur le poêle, et comprit tout de suite. Et puis elle cuisina du bortsch. Très bon. Madame Reed mangea 2 portions, Lucas eut aussi un bon repas du voyage, mais Marie était tellement fatiguée qu'elle ne grignota que comme un oiseau. Tu manges bien, dit Madame Reed. Mais le tien mange comme un cheval. Il va me ruiner. De quoi parles-tu? Marie était offensée. C'est juste un petit gamin. Il avait juste faim du voyage. Ne t'inquiète pas, j'achèterai de la nourriture avec mon argent. Je travaillerai, Lucas sera à la garderie. On ne te dérangera pas. Je ne comprends pas, Madame Reed était confuse. Comment pouvez-vous travailler et vous occuper de moi? Je vais tout gérer. Je ferai toutes les tâches ménagères le matin, cuisinerai de la nourriture. Et le soir, je reviendrai. Rachel t'a tout expliqué, répondit Marie. Elle l'a fait, répondit Madame Reed avec irritation. Bon sang, Rachel m'a mise dans ce pétrin. Amener des étrangers chez moi. Bon sang, Rachel. Et, marmonnant quelque chose d'autre, elle partit dans sa chambre. Maman, j'ai peur d'elle, chuchota Lucas. Ne t'inquiète pas, mon petit. Grand-mère est gentille, elle râle juste un peu, sourit Marie, bien qu'elle aussi fût anxieuse, Madame Reed était si inhospitalière. Le lendemain, elle se rendit à la maison de la culture locale puis à la garderie. À la maison de la culture, on lui proposa seulement un poste de femme de ménage, et seulement parce que personne d'autre ne voulait travailler pour ses clopinettes. Elle devait travailler gratuitement au vestiaire le soir pendant les discothèques. Cependant, ils promirent de prendre Lucas à la garderie tout de suite. La seule chose nécessaire était une inscription locale. Mais où la trouver? C'était un cercle fermé. Marie décida de prendre son fils avec elle au travail et de travailler comme femme de ménage pour l'instant. Que pouvait-elle faire d'autre? Bien sûr,
ce n'était pas ce dont elle rêvait, mais c'est ainsi que cela s'est passé. La nouvelle vie de Marie commença. Elle se réveillait à 5 heures du matin, préparait le petit déjeuner pour la propriétaire, chauffait ensuite le poêle, et courait au club. Pendant que son fils dormait, elle y faisait le ménage et revenait à l'heure du déjeuner. Lucas s'asseyait dans la chambre, dessinant ou jouant avec des voitures miniatures, seulement en silence. Marie lui apprit à ne pas déranger sa grand-mère. Jusqu'au soir, la femme s'occupait des tâches ménagères, puis repartait travailler, emmenant Lucas avec elle. Il rentrait souvent après minuit, lorsque le club fermait après divers événements et discothèques. La responsable du club, Madame Wood, fermait les yeux sur le fait que la nouvelle femme de ménage emmenait souvent son fils avec elle. Elle voyait que la fille faisait de son mieux, et elle avait sa propre éducation et était une collègue. « Marie, sois patiente, disait Madame Wood. Dès qu'un poste se libère quelque part, je te trouverai un emploi et t'obtiendrai une place à la garderie. Attends 1 mois ou 2. Marie lui sourit reconnaissante. C'est ainsi qu'elle vécut. En novembre, il devint difficile d'emmener Lucas travailler le soir. Il faisait froid pour marcher dans la rue. Marie décida de parler à la propriétaire. Il ne te dérangera pas, assura-t-elle à Madame Reed. Il restera juste dans la chambre. D'accord, qu'il reste, la vieille femme céda. Tout lui convenait. La maison était chaude, propre, la nourriture toujours délicieuse, et un garçon, elle le punira s'il se passe quelque chose. Marie commença à laisser le garçon avec Madame Reed. Au début, elle ne remarqua rien, mais elle réalisa ensuite que son fils devenait un peu craintif, et elle vit des ecchymoses sur sa main. Il s'avéra que la vieille femme le punissait pour chaque petite erreur, elle lui tirait l'oreille ou le giflait. Une fois, Lucas s'oublia et monta sur son lit dans sa chambre. La vieille femme lui pince la main. Elle le pince aussi plusieurs fois pour de petites erreurs, selon elle. Le fils de Marie lui raconta plus tard quand elle vit les ecchymoses. « Pourquoi tu étais silencieux ?» Marie demanda, presque en larmes. « J'avais peur de te contrarier, répondit Lucas sérieusement, pas comme un enfant. Tu traverses déjà tellement. » Marie eut alors une grosse dispute avec Madame Reed, et la vieille dame n'eut qu'une seule réponse: « Si ça ne te plaît pas, pars. » Et alors il sembla que Marie eut de la chance. Un poste de directeur artistique se libéra dans l'un des villages, juste avant le Nouvel An. Cependant, elle devrait vivre au club. « Tu y vas ?» demanda Madame Wood. « J'y vais », répondit Marie avec détermination. Le même jour, Rachel appela, expliqua la situation avec sa tante et s'excusa. « Amie, ne t'excuse pas, soupira Rachel. C'est moi qui devrais m'excuser auprès de toi pour une tante pareille. Mais maintenant elle peut vivre comme elle veut. Je pense qu'elle est juste idiote plutôt que vraiment malade, dit Marie. Alors d'autant plus de raisons pour qu'elle vive seule, rit Rachel. Le lendemain, Marie et Lucas partirent pour le village. Oh, comme Madame Reed les réprimanda. Marie ingrate. Elle avait vécu avec elle comme une reine. Mais Madame Reed, bien sûr, regrettait l'aide gratuite de Marie, et aussi parce que sa locataire payait son séjour. Marie aimait le village. La rue était plate, il y avait beaucoup de maisons neuves, et les gens étaient sympathiques. La directrice du club lui apporta de vieux meubles dans sa chambre, alla personnellement à la garderie et arrangea pour que le fils de la nouvelle employée y soit accepté. « Laisse-le aller au sapin de Noël demain, » dit Ella, la gérante du club, et tint son regard sur Lucas, qui était assis sur une chaise et examinait curieusement leur nouveau chez eux avec sa mère. « Quel joli petit garçon ! Il te ressemble. » « Oui, » sourit Marie. « Il y a une ressemblance. »« Il me rappelle quelqu'un d'autre, » réfléchit Ella. « Oh bien, tous les enfants se ressemblent d'une certaine manière. »« C'est sûr, » rit Marie. « Merci, Ella. »« Pourquoi ? » ?»« Pour tout, l'hébergement, l'aide. »« De ?»« Rien, » fit un clin d'œil Ella et partit à ses propres affaires. Et le lendemain, Marie alla à la garderie avec son fils pour le sapin de Noël, et il y eut cette rencontre inattendue. Bien sûr, elle ne raconta pas à Brian sa vie en détail, simplement qu'elle était presque sans abri, enceinte de jumeaux, comment elle rencontra Caroline, et décida de prendre cette initiative. Elle lui dit aussi comment elle voulait améliorer sa vie dans ce nouvel endroit.
Nous partirons avec Lucas, dit-elle, en essuyant ses larmes. Je ne perturberai pas ta vie. Rassemblons nos affaires et partons en bus. Où? N'importe où, vraiment. Je comprends que nous n'appartenons pas ici. Les gens vont commencer à parler maintenant qu'ils ont vu à quel point les garçons se ressemblent. Je pense que les gens parlent déjà, dit Brian avec un sourire triste. Il fit une pause pour réfléchir. Eric n'était pas son fils biologique. Brian ne pouvait toujours pas y croire, mais il se souvenait de sa rencontre avec Caroline à l'hôpital, combien elle était perdue et bouleversée. Elle le regardait comme si elle voulait dire quelque chose mais ne le faisait pas et décéda. Elle voulait clairement confesser quelque chose mais ne pouvait pas ou n'avait pas le temps. Oui, Caroline lui avait menti. Cette pensée le brûlait, mais ce qui faisait plus mal, c'était qu'Eric n'était pas son fils. Brian resta la tête baissée pendant que Marie se tenait devant lui. Elle pressa son dos contre le mur et pleura, se remémorant une fois de plus les événements de sa vie. Tout était tellement confus. Lucas était tellement à plaindre. Où irait-il maintenant, à la veille du Nouvel An? Rachel les accueillerait dans sa ville, mais elle avait sa propre vie, et il semblait qu'elle avait un homme. Madame Reed? Lucas avait déjà assez souffert de cette vieille dame méchante, mais il n'avait nulle part ailleurs où aller. Il devrait retourner chez Madame Reed, même si elle n'était pas accueillante. Lucas jeta un coup d'œil dans la pièce. Il regarda sa mère qui pleurait et son oncle triste avec surprise. « Maman, j'ai faim, dit-il en gémissant. « Oh oui, mon chéri, Marie se redressa. Je vais aller au magasin et acheter des saucisses, les faire frire rapidement avec des œufs. Nous avons un bus à prendre bientôt. » Elle s'apprêtait à partir, mais Brian l'arrêta. « Le magasin est déjà fermé, dit-il. » Brian se leva et s'approcha de Marie, la regardant dans les yeux. « Où comptes-tu aller? On dirait que tu fuis. »« C'est exactement ça, » murmura Marie. « Mais il n'y a pas d'autre solution. »« Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ?» offrit soudainement Brian. Madame Phillips devait faire du bortsch aujourd'hui. « Chez toi ?» Marie était décontenancée, mais comment? Brian prit la main de Marie et la regarda de nouveau dans les yeux. « Tu ne veux pas le voir, lui parler ?» demanda-t-il. Marie baissa la tête. Elle comprit de qui Brian parlait. Elle voulait vraiment voir son Eric, voir comment il vivait, le serrer dans ses bras. Elle voulait. Mais pouvait-elle? Elle avait fait son choix une fois. « Je veux vraiment, » chuchota-t-elle. « Alors allons-y, » dit Brian un peu brusquement. « Arrête de réfléchir. Ton fils a faim. » Presque sans s'en rendre compte, il était passé à utiliser le « tu » en russe. Ils traversèrent le village, sans remarquer comment tous les voisins les dévisageaient depuis leurs fenêtres et leurs cours, mais Brian se fichait de tout ça. Il n'avait qu'une pensée en tête, est-ce bien de permettre à Marie de voir Eric? Et pourtant, Eric était son fils, non par le sang, mais Brian l'élevait et ne le laisserait à personne. Regretterait-il cette impulsion soudaine? Et puis, il y avait aussi Madame Phillips, qui ne savait encore rien. Dans le couloir, ils furent accueillis par Madame Phillips, qui fixa les invités, Brian, avec incompréhension. Marie se tint hésitante sur le seuil, tenant Lucas contre elle. Le garçon regarda autour de lui avec curiosité, examinant sa nouvelle maison et la gentille vieille femme qui n'avait rien à voir avec Madame Reed. « Brian, expliquez s'il vous plaît, » dit Madame Phillips, perplexe. « Qui sont ces invités? » C'est Marie et son fils, Lucas, les présenta Brian. « Madame Phillips, le garçon a faim et doit être nourri. Et Marie a probablement aussi faim. »« Non, non, je suis au régime, » secoua la tête la femme. Brian agita simplement la main. « Je n'accepte aucune excuse. »« Maman, nourris-les s'il te plaît, » demanda-t-il gentiment. Madame Phillips fut de nouveau surprise. Brian l'avait toujours traitée très bien, mais en toutes ces années, il ne l'avait jamais appelée « maman ». Que s'était-il passé? « D'accord, mes amis, lavons-nous les mains et asseyons-nous à table, » commanda la femme et se dirigea vers la cuisine. Bientôt, Eric les rejoignit. Voyant Lucas, il sourit joyeusement. « Et? Tu es venu nous rendre visite? » Lucas se contenta de hocher la tête en réponse.
semblant un peu dépassé. Eric, allons nous asseoir à table aussi, appela sa grand-mère. Les garçons mangèrent avec grand appétit, puis partirent dans la chambre d'Eric. Là, ils jouèrent avec cet énorme ours en peluche, le retournant, essayant de monter dessus et riant. Ils devinrent amis. Instantanément d'une manière ou d'une autre. Les adultes restèrent dans la cuisine, écoutant le bruit des enfants. Et aucun d'entre eux ne put se résoudre à entamer la conversation en premier. Brian, j'écoute, dit enfin Madame Phillips. Je ne sais pas comment le dire, secoua la tête Brian. Dis-le simplement déjà, presque cria Madame Phillips. Je ne comprends rien. Lucas est le portrait craché d'Eric. Caroline a-t-elle laissé un enfant à l'hôpital? Non, je ne peux pas y croire. Tout n'est pas ce qu'il semble être, décida de répondre Marie. J'ai donné naissance à Erika et Lucas. Ce sont des jumeaux. Entendant cela, Madame Phillips pâlit et se prit le cœur. La nouvelle était choquante. Donc, sa fille avait trompé tout le monde? Et Marie continuait de parler et de parler. Caroline voulait faire ce qu'il y avait de mieux, expliqua Marie. Elle ne pensait pas à elle-même quand elle était à l'hôpital. Elle avait peur d'imaginer comment vous, Madame Phillips, réagiriez. Elle était très inquiète pour Brian. Elle ne pouvait pas vous dire qu'elle avait perdu un autre bébé. Et puis il y avait moi. J'ai un ensemble de jumeaux en bonne santé. Et ça devrait être quelque chose pour être heureux, mais je ne peux pas l'être. Je n'ai nulle part où aller avec les garçons, rien pour les élever, et je ne peux pas les mettre à l'orphelinat. J'ai moi-même grandi dans un orphelinat, et je sais que ce n'est pas facile. J'ai tout inventé et je l'ai suggéré à Caroline. Ensuite, j'ai parlé au médecin, et Dieu sait, je ne serais jamais apparu dans votre vie, mais les circonstances ont fait que ça s'est passé comme ça. Tu mens, s'exclama Madame Phillips. Tu veux nous prendre notre fils. Je ne te le laisserai pas. Tu te trompes, je veux prendre Eric de toi le moins possible, répondit Marie. Je vois à quel point il est heureux ici. Mais Lucas, je ne peux rien lui offrir. Je n'ai vraiment rien fait de ma vie, et ça fait très mal. Mais je vais m'en sortir. Je peux le faire. Je ne voulais rien te dire, mais Brian insistait. Marie se tut, puis plaida. S'il te plaît, laisse-moi juste embrasser Eric, et nous partirons avec Lucas. Madame Phillips ne dit rien. Elle se tourna vers la fenêtre et réfléchit. Brian était également silencieux. Caroline, pourquoi n'as-tu rien dit alors? Tu avais pitié de nous? C'étaient les pensées qui occupaient l'esprit de Brian et de Madame Phillips. Et ils ne savaient pas quoi faire ensuite. Pendant ce temps, Marie écoutait les garçons jouer joyeusement dans la pièce. Puis-je y aller? Demanda-t-elle doucement. Brian hocha la tête en réponse, mais Madame Phillips se mit soudainement en colère. Non, sors, elle cria. Je ne te laisserai pas mon petit-fils. Peu importe ce que tu dis, peu importe comment tu supplies, tu l'as abandonné. Sors de notre maison. Marie ne dit rien. Elle replia simplement ses épaules encore plus. Elle devint très petite, comme un enfant. Elle se dirigea vers la porte et regarda en arrière. Peux-tu appeler Lucas? Elle demanda timidement à Brian. Il entra dans la pièce et s'arrêta sur le seuil. Les garçons se tenaient devant le miroir, examinant leurs reflets. Lucas, tu as les mêmes yeux que moi, dit Eric pensivement. Ouais, acquiesça Lucas. Et les mêmes cheveux, seulement les miens sont plus longs. Eric, peut-être que nous sommes frères? Les adultes étaient silencieux, de sorte que tout le monde pouvait entendre clairement la conversation des garçons. Non, ce n'est pas possible, raisonna Eric. Les frères ont la même maman, mais nous en avons des différentes. Lucas, tu as de la chance. Tu as une maman en vie, tandis que la mienne est au paradis. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Mais tu as un papa et une belle maison, soupira Lucas. Eh bien, viens plus souvent chez moi, on jouera. D'accord, accepta joyeusement Lucas. Puis il se souvint. Mais nous partons. Maman l'a dit, mais je ne veux pas partir. Marie ne pouvait plus écouter cela. Lucas, allons-y, c'est l'heure, elle cria depuis la porte d'entrée.
Lucas sortit obéissamment et s'habilla. Eric sortit le voir. Ils se firent même un câlin pour se dire au revoir. « Mais tu dois venir chez moi encore, » dit Eric. Lucas sourit tristement. Tout dépendait de lui, et le petit le comprenait. Lucas était mature pour son âge. Dans la cour, Marie rattrapa Brian. « Marie, ne sois pas fâchée contre Madame Phillips. Comprends que c'est aussi très difficile pour nous de comprendre et d'accepter tout cela en ce moment, mais c'est 2 fois plus difficile pour elle. Elle a perdu sa fille, et Eric n'est personne pour elle. Elle est perdue. » « Je comprends », acquiesça Marie. « Excusez-moi, nous partons. » Le bus était déjà parti, mais il y en aurait un autre demain. « Ne t'inquiète pas, nous partirons », et elle prit la main de son fils fermement et s'éloigna de la cour. Marie descendit la rue, les larmes coulant de ses yeux. Qui était responsable de tout ce qui s'était passé ? Elle, et seulement elle. Son 2e fils était juste à côté d'elle, mais elle n'avait même pas le droit de le toucher. « Oui, je suis responsable de tout, et pourquoi pleure-je » Elle murmura pour elle-même. « Que lui donnerai-je ? Je peux à peine m'occuper d'un. » Lucas regarda sa mère avec surprise et ne comprit pas pourquoi elle pleurait et parlait seule. Il comprit seulement que sa mère était très contrariée, alors il lui serra la main fermement. « Maman, » chuchota le garçon en rentrant dans leur chambre du club, « je t'aime beaucoup. »« Et moi aussi, mon cher, » dit Marie, en essuyant ses yeux. « Tout ira bien, tu verras. » Pendant ce temps, dans la maison de Brian, les lumières étaient allumées tard dans la nuit. Brian et Madame Phillips étaient assis dans la cuisine, ayant déjà discuté de tout 1000 fois, et maintenant ils étaient silencieux. Chacun d'eux n'était pas sûr de ce qu'il fallait faire ensuite. Carolina leur avait laissé un problème à résoudre. Eric respirait difficilement dans sa chambre, et les lumières de Noël dans le salon clignotaient. Le nouvel en était qu'1 jour, mais il n'y avait pas de joie. Madame Phillips alla se coucher et tomba dans un sommeil profond. Brian sortit. Il faisait une nuit glaciale. Des gouttes d'étoiles scintillaient dans le ciel sombre, comme si elles essayaient de donner un indice à Brian. Il respira l'air vif mais ne semblait pas pouvoir reprendre son souffle. Quelque chose pesait sur sa poitrine, colère, douleur, confusion et incertitude. Comment cela était-il possible ? Il était censé être le père d'Eric, et pourtant il n'était pas vraiment son père. Et il y avait un autre garçon, tout comme Eric, si proche, mais pas son fils. Brian réalisa soudain qu'il se préoccupait de l'autre garçon comme s'il était son propre fils. La mère de l'autre garçon était une étrangère pour Brian, mais elle était la mère biologique d'Eric. Au loin, un hibou ululait, et un chien aboya. Brian se frotta les tempes et attrapa son paquet de cigarettes. Il ne s'en rendit compte qu'après avoir fini tout le paquet. Sa tête était lourde et vide. Il soupira lourdement et rentra à l'intérieur. Il ne pouvait pas comprendre comment vivre avec cette vérité. Le matin, il rêva de Carolina. Elle lui souriait, lui caressait doucement les cheveux et restait silencieuse. Brian regardait sa femme, et cela semblait comme si elle était vivante. « Carolina, comment dois-je continuer ?» lui demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle sourit à nouveau, puis se mit soudainement à luire, de plus en plus fort jusqu'à devenir transparente comme de la brume et dériver dans un nuage. « Vis. » Simplement, sa voix résonna de loin. « Et sois heureux. » Brian ouvrit les yeux. Eric dormait à côté de lui, apparemment en se faufilant pendant la nuit, et Brian ne s'en était même pas rendu compte. Il recouvrit son fils d'une couverture et lui donna un baiser. Bien sûr, il était le père d'Eric, un vrai ? Avec cette pensée, il se leva soigneusement du lit et se rendit à la cuisine. Madame Phillips faisait des pancakes. Ses yeux étaient curieusement rouges. « Tu as pleuré ?» Brian la regarda de près. « Je n'ai pas bien dormi toute la nuit, je réfléchissais, » sanglota Madame Phillips. « Que devons-nous faire maintenant ? » J'y ai aussi pensé, avoua Brian. « Brian, je veux te dire quelque chose. Ne juge pas Caroline, ne sois pas fâché contre elle. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux. Je le sais. Eh bien, il y a une pensée qui me préoccupe. Parfois, le destin nous donne un signe,
et nous ne comprenons pas tout de suite ce qui est attendu de nous. Marie, elle n'est peut-être pas apparue ici pour rien. Non, je ne veux pas dire qu'elle nous cherchait, pour emmener Erika. J'ai réalisé que ce n'était pas le cas. C'est une fille pauvre et malheureuse qui a dû prendre une décision difficile seule. Mais il se trouve qu'elle s'est retrouvée dans notre village. 2 frères se sont rencontrés. Alors peut-être que c'est une bonne chose qu'ils se soient vus alors qu'ils sont encore jeunes. Maintenant, ils se connaîtront. Je ne comprends pas où tu veux en venir, Brian était surpris. Je veux dire que les frères de sang devraient grandir ensemble. Brian est resté figé. Est-ce qu'elle disait qu'il devrait donner le fils de Marie, Eric, de ses propres mains? Madame Phillips comprit tout de l'expression de Brian et agita les mains. Non, non. Que penses-tu? Je ne donnerai Eric à personne. Mais l'autre garçon, Lucas, il est exactement comme mon petit-fils. Je ne pourrais pas dormir en paix en sachant qu'il erre quelque part. Madame Phillips exprimait les pensées de Brian, et il écoutait simplement en silence. Je pense que Marie est une bonne fille. Brian, et si tu faisais un marché avec elle? Trouver un accord. Madame Phillips, je n'ai besoin de personne d'autre que Caroline. Je l'aimais et je l'aime encore. Nous ne pouvons pas ramener ma fille, mais Eric a besoin d'une mère, soupira Madame Phillips. Réfléchis Y. Brian secoua simplement la tête et sortit dans la cour. Il faisait déjà jour. Il ouvrit la porte et marcha dans la rue. Les gens se pressaient pour attraper un bus. L'arrêt était à seulement 50 mètres. Brian remarqua une femme avec un enfant et un grand sac qui attendait à l'arrêt de bus. C'était Marie avec Lucas. Brian accéléra le pas. Il s'approcha de Marie, ne réalisant pas entièrement ce qu'il faisait. En le voyant, Marie fit un pas en arrière. Le sommeil de Lucas s'accrocha à sa mère. Brian s'approcha, salua les gens qui étaient à l'arrêt, une dizaine au total, et qui le regardaient tous curieusement. Sans dire un mot, il prit le sac de Marie. « Allons chez nous, dit Brian doucement. »« Pourquoi ?» La voix de Marie tremblait. « Juste pour vivre. Simplement vivre. Et élever nos fils, déclara Brian clairement. Les gens à l'arrêt furent stupéfaits d'entendre cela. C'est un film, pensait-il. Mais Marie et Brian se moquaient des curieux. Ils se tenaient là et se regardaient en silence. Les phares d'un bus apparurent et les gens se précipitèrent pour monter. Seuls ces deux-là restaient debout. « Maman », la voix de Lucas se fit entendre. « On ne va nulle part ?» Il y avait tellement d'espoir dans la voix de l'enfant. « Tu ne vas nulle part », répondit Brian pour elle. Il prit le garçon d'une main, tint fermement le sac de l'autre, et se dirigea vers sa maison. Marie suivit après un moment d'hésitation. Les gens dans le bus les regardaient avec intérêt, discutant de ce qui se passait et se demandant à qui étaient ces enfants. Ils célébrèrent le réveillon du Nouvel An en tant que famille heureuse, Brian, Marie, Eric, Lucas et Madame Phillips. Les garçons étaient heureux de vivre ensemble. Marie était gênée tout le temps. Tout était si nouveau pour elle, vivre avec Brian et Madame Phillips. Qui était-elle? Que faisait-elle là? Mais seulement quand elle regardait ces garçons, son visage s'illuminait d'un sourire. Courir, crier, rire, il était à elle, ces deux petits. Étonnamment, Eric trouva rapidement un langage commun avec Marie, et saisissant un moment, chuchota à l'oreille de Madame Phillips. « Grand-mère, tante Marie va-t-elle vivre avec nous pour de bon ?» Madame Phillips hocha la tête. « Et si je l'appelle maman? Ma maman Carolina sera-t-elle offensée? » Lucas l'appelle maman, et j'en ai vraiment envie, demanda anxieusement le petit garçon. Maman Carolina ne sera pas contrariée, rassura sa grand-mère, et Eric courut vers Marie en s'accrochant à son cou. Maman, il cria. Maman. Lucas se figea de surprise pendant une seconde, puis il se précipita lui aussi pour étreindre Marie, et elle rit et pleura en les serrant tous les deux dans ses bras. Brian les regardait pensivement, Madame Phillips avait raison. La vie continue, et peut-être que tout s'arrangera pour lui et Marie. Un mois plus tard, Brian retourna travailler à son poste. Lui et Marie avaient une amitié simple. Elle l'appelait souvent et lui racontait comment les garçons allaient et comment elle travaillait au club.
D'ailleurs, elle aimait vraiment son travail au centre communautaire rural. Les gens qui étaient initialement méfiants à son égard, voire surpris par elle, finirent par se réchauffer. Ils rejoignirent des clubs et des répétitions. Eric et Lucas allèrent à la maternelle, et personne ne s'étonnait plus de leur ressemblance. Dans le village, il n'y a pas de secret. Tout le monde savait déjà ce qui s'était passé. Les gens disaient beaucoup de choses, différentes choses, mais finalement, tout le monde était d'accord. Tout ce qui arrive, arrive pour le mieux. 3 mois plus tard, Brian rentra de son poste et resta à la maison. On lui proposa un emploi de chauffeur du président du conseil du village. Il accepta. Il en avait assez de ses quarts de travail et ses garçons lui manquaient. Maintenant, il croyait vraiment qu'il avait 2 fils. Comment pourrait-il en être autrement? Ils se ressemblaient tellement, même leur coiffure était devenue similaire. Pourtant, Brian, Marie et Madame Phillips pouvaient toujours dire qui était Eric et qui était Lucas. Mais Eric était plus audacieux, voire un peu effronté, et Lucas était devenu plus prudent. Mais sinon, les frères étaient indiscernables. Mais Marie et Brian restaient juste amis, même s'ils vivaient sous le même toit. Chaque jour, ils réalisaient qu'ils étaient attirés l'un par l'autre. Brian était retenu par le souvenir de Carolina, et Marie était simplement timide. Essentiellement, elle ne savait pas ce qu'était le véritable amour. Un jour d'août, à la fin de l'été, ils allèrent dans la forêt pour cueillir des champignons. Les enfants erraient autour de la clairière avec Madame Phillips, Brian partit dans une direction, et Marie partit dans l'autre. Soudain, Brian entendit Marie crier et se précipita à son secours. « Il y a un loup !» cria Marie, pointant du doigt les buissons. « Un loup !» s'étonna Brian. « Il n'y a pas d'animaux comme ça ici. »« Eh bien, qui est là alors ?» Quelqu'un de tout gris. Et soudain, un énorme lapin bondit hors des buissons, terrifié à mort, et s'enfuit. « Lapin ?» Marie rit et rougit, et moi qui pensais que c'était autre chose. « Oh, tu es peureuse ?» sourit Brian, de manière inattendue, il embrassa Marie, puis la serra dans ses bras. Marie trembla, mais ne repoussa pas l'homme, et répondit timidement. « Je suis reconnaissante à ce lapin, » murmura Brian. « Pourquoi ?» Marie était surprise. « Sans lui, j'aurais eu peur de t'embrasser pendant encore 1000 ans. » Et ils s'embrassèrent à nouveau, pendant que les garçons les regardaient de loin et échangeaient des regards, maman et papa s'embrassent. Madame Phillips les regardait aussi et ne faisait que sourire. Enfin, ces deux-là seront heureux. Et elle n'avait aucune rancune envers Brian. Il devait juste vivre cette vie heureusement, pour lui et pour sa fille. En novembre, Marie et Brian se sont mariés. Maintenant, ils étaient une vraie famille, et un mois plus tard, Marie réalisa qu'elle était enceinte. Brian était contrarié quand il l'a appris. « Marie, ma chère, tu ne peux pas avoir cet enfant, » dit-il amèrement. « Rappelle-toi ce qui est arrivé avec Caroline. » Mais Marie secoua obstinément la tête. « Quoi que le destin décide, ce sera. » Et elle n'est pas la juge de Caroline pour son enfant à naître. La grossesse se déroula sans encombre. Et plus la date d'accouchement approchait, plus Brian s'inquiétait. Madame Phillips, qui vivait avec eux et qui était devenue comme une fille pour Marie, s'inquiétait aussi. Cette fille répétera-t-elle le destin de sa fille? Seule Marie était calme. Elle travaillait au club jusqu'au dernier mois, s'occupait des garçons et de la maison. Et 2 semaines avant l'accouchement, Brian l'emmena en ville à la maternité. Sachant leur situation difficile, les médecins insistèrent pour accoucher en ville. Marie appela tôt le matin. « Nous avons une fille », chuchota-t-elle au téléphone. Une fille, Brian se réveilla. Instantanément. « Marie, pourquoi chuchotes-tu ? C'est ainsi que notre petite dort à côté de moi. Tout va bien, tout est bon. 3,3 kg, 52 cm. » Brian ne pouvait pas croire ce miracle. Pourrait-il être ce 1%, le seul? Alors il prit Marie et leur fille à la maternité. Ils arrivèrent à la maison. Madame Phillips et les garçons étaient là pour les accueillir. « Et nous avons décidé comment appeler notre petite sœur », annonça Eric depuis l'entrée. « Et quoi ?» Marie sourit. « Caroline », répondit Lucas, et tous acquiescèrent.
Bien sûr, Caroline. Et qu'elle soit la plus heureuse. 2 ans passèrent. Caroline devint une fille forte et en bonne santé. Marie avait déjà commencé à travailler. Lucas et Eric fréquentaient déjà l'école. Un jour, une luxueuse voiture étrangère s'arrêta près de chez eux. Une jeune femme en descendit. Madame Philippe s'était occupée avec sa petite fille dans la cour. Voyant l'inconnu, la vieille femme alla à sa rencontre, prenant Caroline dans ses bras. « Excusez-moi, Marie habite ici ? On m'a dit au magasin que c'est sa maison, » dit la femme. « Et qui es-tu » Madame Philips regarda avec surprise cette fille bien entretenue aux cheveux bouclés. « Moi ? Oh, personne, je suppose, mais j'ai besoin de la voir, » dit la fille. Madame Philips voulut renvoyer la fille, mais n'en eut pas l'occasion. Marie s'approcha de la maison. « Tu es Marie » s'exclama la fille avec joie. « Supposons que je le sois. »« Et qui es-tu » Marie haussa les sourcils. Elle ne reconnut pas la fille. « Je m'appelle Teresa. Je suis la fille de Monsieur Davis. Ce nom te dit quelque chose ? » « Non » répondit Marie sèchement en rougissant légèrement. « Tu te trompes, va-t'en. »« Non, attends. »« C'est toi » s'écria Teresa. « Je te cherchais depuis si longtemps. Écoute, j'ai de bonnes intentions. » Et Teresa, bafouillant et nerveuse, raconta à Marie que son père était mort dans un accident de voiture il y a 1 an. Un jour, au cours d'une conversation, sa mère mentionna que son père avait déjà gravement blessé une fille et lui avait ensuite pris sa seule maison. Sa mère a dit que la fille était enceinte. Dès que j'ai imaginé à quel point elle devait se sentir pauvre, sans argent et avec un enfant. Et j'avais tellement honte de mon père. Comment a-t-il pu ? Je ne comprends pas. Et ma mère, elle avait tort aussi. Elle a pardonné à mon père pour toutes ses infidélités, mais était prête à chasser ses maîtresses de la ville. Je comprends qu'elles étaient d'autres, mais cette fille a été tellement blessée. Et j'ai décidé de la retrouver. Cela m'a coûté beaucoup d'efforts, mais j'ai un bon détective. Et il t'a trouvé, Marie. Je sais que tu as donné naissance à l'enfant de mon père. Tu as 2 fils jumeaux, donc ce sont mes frères. J'aimerais t'aider. Intéressant. Comment ? Demanda enfin Marie après avoir écouté Teresa. Avec de l'argent, bien sûr, sourit Teresa. Dis-moi juste où le transférer, et je m'occuperai de tout. Teresa, je ne veux rien de ta famille, répondit fermement Marie. S'il te plaît, pars, ou j'appellerai la police. Marie, tu es déraisonnable. On peut bien s'entendre. Je peux emmener les garçons avec moi les week-ends. Nous passerons de bons moments ensemble. Je peux même les emmener à la mer. N'est-ce pas merveilleux ? Je le pense sincèrement. Je répète, nous n'avons besoin de rien de toi. Eh bien, tu passes à côté. Oh bien, je reviendrai. Teresa haussa les épaules, monta dans sa belle voiture et partit. Marie et Madame Philips restèrent à la grille, regardant la voiture s'éloigner. « Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça » demanda Madame Philips. « Elle essaie de se racheter des péchés de son père » répondit Marie en colère. Puis elle se calma un peu et sourit. Elle devrait aller à l'église à la place. C'est vrai, acquiesça Madame Philips. Et 1 mois plus tard, on découvrit pourquoi Teresa était venue. Toutes les chaînes de télévision montrèrent que la fille d'un banquier célèbre avait été arrêtée à l'aéroport avec l'enfant d'une autre. Il s'avéra que Teresa avait un enfant malade qui avait besoin de toute urgence d'une greffe de rein. Le donneur ne pouvait être qu'un parent proche, un autre enfant. Elle était donc à la recherche de l'un. Son père était plutôt coureur de jupons, et Teresa décida de chercher parmi ses anciennes maîtresses. Elle apprit aussi l'existence de Marie. C'est pourquoi elle vint et proposa d'emmener les garçons à la mer. Ses intentions n'étaient pas bonnes mais plutôt malveillantes. Quand Marie refusa, elle trouva une autre femme qui avait aussi un enfant de Monsieur Davis. Teresa réussit à la convaincre et lui proposa d'emmener son enfant à l'étranger à la mer. La femme accepta. Mais au dernier moment, quelqu'un appela et dit tout. Heureusement, Teresa n'eut pas le temps d'emmener l'enfant à l'étranger. Maintenant, elle est en détention, et son enfant a été aidé d'une autre manière.
Un donneur a été trouvé sans tout cela. Quand Marie a appris toute l'histoire, elle a eu tellement peur. Les gens peuvent être si méchants. C'est effrayant de penser à nos garçons, dit-elle à Brian. Quel destin les attend? Ils ont le sang de Monsieur Davis qui coule dans leurs veines. Dieu nous préserve que son caractère ne se manifeste jamais en eux. Eh bien, quelle différence? Brian secoua la tête. Qu'importe de quel sang il s'agit? Ce sont nos enfants, mes fils. Je les élève, et ils seront comme moi. Ils feront comme je fais. Oui, tu as raison. Les enfants suivent l'exemple de leurs parents. Et tu es le meilleur père pour nos fils. Et qu'en est-il de notre fille? Brian rit. Et pour Carolina aussi, sourit Marie. Ils étaient assis dans la cour, leur fille jouant à proximité sur l'herbe. Lucas et Eric réparaient leur vélo pour la première fois seuls. Madame Phillips préparait ses célèbres pancakes dans la cuisine. L'odeur était divine. Bientôt, Madame Phillips appellerait tout le monde à table. Tout le monde attendait, et des nuages dérivaient dans le ciel. Et quelqu'un là-haut, invisible, était à proximité, observant de près pour s'assurer que cette famille se portait bien car ils avaient déjà traversé tant d'épreuves. Maintenant, ils devaient simplement être heureux. Il observait attentivement d'en haut. Où était-ce elle?